Cassandra et Simon sont séparés, Martika porte plainte contre Melanite suite à toutes les accusations dont on a parlé la semaine dernière, et Sacha répond à Emma, balance tout sur elle, ça fait polémique. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mix the Tea, votre émission hebdomadaire qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Au programme de la semaine, pour cette émission spéciale Noël, vous allez voir qu'on a énormément de choses sur lesquelles nous devons débattre. Pas mal de tromperies, pas mal de couples qui rompent, pas mal de couples qui se forment, bref, vraiment beaucoup de choses. Avant d'entrer dans la mise au point, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Je vous rappelle qu'on est sur un objectif de 60 000 abonnés avant 2025. On y est presque, je suis quasiment sûr qu'on peut y arriver. Donc n'hésitez pas si jamais c'est toujours pas fait. Je vous retrouve dans une seconde pour la mise au point. C'est parti, bonne émission à tous. Pour la mise au point cette semaine, je tiens évidemment à vous souhaiter à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Que vous fêtiez Noël ou non, que vous soyez seul ou non, je vous souhaite de passer un bon moment, que ce soit avec vous-même, avec un membre de votre famille, avec un ami ou peu importe. Vous le savez si vous me suivez depuis des années, Noël n'est pas forcément ma tasse de thé et cette année ça l'est encore moins suite à ma rupture. Mais j'ai quand même décidé de recevoir ma maman et mon ex à la maison histoire de pouvoir se faire un petit repas. Mais on n'est pas vraiment sur Noël quoi. Donc essayez juste de passer du bon temps, soit avec vous-même, soit avec des personnes qui vous sont chères. Et si jamais vraiment vous vous sentez seul, vous avez envie de parler ou peu importe, n'oubliez pas que mon serveur Discord est actif et qu'on discute tous à l'intérieur. J'en profite également pour vous souhaiter de très bonnes vacances si jamais vous êtes en vacances. Je sais que celles-ci ont débuté, donc j'espère que vous pourrez vous reposer. Deuxièmement, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tous les retours qu'il y a eu sous la dernière émission Mix the Tea, mais également par rapport au retour de Spill the Tea. Vous avez été très enjoués à l'idée que MTT reparte vers 1h30, 2h et que Spill the Tea, donc l'émission raccourcie, revienne le lundi ou le mardi suivant ce qui sort la semaine. Donc je vous remercie pour tous vos retours, tous vos messages d'encouragement et tous vos messages de soutien. Ça fait chaud au cœur. Avant de clôturer la mise au point, je vous précise également que je suis de retour sur Twitch pour des contenus hors actu. C'est-à-dire qu'en ce moment, on fait pas mal de react sur des émissions. On a fait des reacts sur des vidéos YouTube. Je suis aussi de retour en live blabla, en live jeu. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch si jamais vous voulez découvrir un petit peu plus de moi-même hors le travail actu. Et pour les personnes qui se posent la question, oui, les replays seront disponibles. Tout ce qui concerne des reacts sur des émissions hors télé-réalité seront disponibles sur la chaîne Rudy Koppel Replay. Et tout ce qui concerne les lives Work With Me et Gaming, eux seront disponibles sur la chaîne Rudy Koppel Gaming. Histoire que tout soit bien rangé au bon endroit. Je vous laisserai toutes les informations de toute façon en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Évidemment, je termine la mise au point par vous demander en masse, si jamais vous souhaitez me soutenir gratuitement, de liker l'émission, de la commenter tout le long en me disant ce que vous avez pensé des actus, en me donnant votre avis, peu importe. Vous le savez, je réponds vraiment à tout le monde sous MTT, sauf aux personnes qui m'insultent évidemment. Et si vous voulez m'aider avec cet objectif de 60 000 abonnés, n'oubliez pas de partager l'émission sur vos réseaux sociaux pour la faire connaître. Allez, tout ceci étant dit, avant d'entrer dans la story de la semaine, n'oubliez pas le sommaire. Au sommaire de cette émission, nous avons énormément de choses sur lesquelles vous allez réagir. On commence l'émission avec une histoire de plagiat. Madi Bursiaga est-elle en train de réaliser une tendance ou copie-t-elle Isabeau? La question se pose. Deux ruptures et tromperies qui ont été mises en avant cette semaine pour le début de MTT. Mélanie ORL aurait été trompée par Nabil, Marinelli Meur et Rafou Pev sont aussi sur une histoire terminée. Au milieu de l'émission, nous parlerons de Jessica Tivna. Est-elle vraiment défigurée? Bastos est-il harcelé par Marois? Un update sur Poupette Kenza et évidemment Dylan Tirich et Samzira. Nous terminerons MTT avec Marois qui explique sa dispute avec Rim et aussi sa rupture avec Vincent Queijo, bien qu'ils aient été vus ensemble récemment. Enfin, Sacha balance tout sur Emma, la rupture de Simon et Cassandra. Et finalement, Melanite, update, plainte, je vous raconte tout aujourd'hui.
Je commence donc l'émission avec une story de la semaine. Normalement, il y en aura certainement une autre au montage parce que j'ai déjà vu des choses passer, mais on verra ça en mode dernière minute voix off. Cette fois-ci, pour commencer, je vous parle de Nicolas Lodzina. En fait, il a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux où il est chez Stéphanie Clairbois, donc sa compagne. C'est une vidéo qui semble être un geste apparemment anodin, mais qui a suscité pas mal de critiques. Bon, on va pas revenir sur toute la polémique Nico, Mélanie, Dedi Gama, Julien Tanti, Manon Tanti, la soirée, etc. Tout ça, on en a déjà parlé. Mais cette vidéo où Nicolas est en train de faire des tâches ménagères chez Stéphanie, que vous allez voir, a relancé certains débats. Il explique que la vidéo est faite pour montrer qu'il s'occupe du ménage, de la vaisselle, car Stéphanie est occupée et déjà endormie. Donc il lance un message aux hommes en disant « Aidez un tout petit peu votre femme pour alléger le ménage au quotidien ». En soi, ça peut partir d'une bonne intention. Nicolas veut adresser un message positif et il veut montrer que le partage des tâches ménagères est quelque chose qui doit être totalement dédramatisé. Mais les internautes n'ont pas accueilli la vidéo de manière positive. Beaucoup ont interprété ces actions comme une tentative de se mettre en avant ou de chercher des félicitations publiques. En mode c'est bien, tu fais la vaisselle. Les commentaires ont dit, je cite, ouah, vraiment, ou encore il veut prouver quoi à qui, il veut peut-être une médaille pour la vaisselle, je pense. Ce qu'on voit ici, c'est que ce qui devait être un partage et un moment de complicité de Nicolas envers ses abonnés est devenu une source de critique. Malgré les tensions qu'il y a eu dans le passé entre Nico et Steph, moi ce que je remarque c'est qu'il est chez elle, qu'il l'aide et que donc les choses se sont vraiment arrangées. Cependant, effectivement, on peut se poser la question de est-ce qu'il cherche des félicitations ou alors est-ce que les internautes sont trop aigris? J'ai mélangé les liaisons. Est-ce que les internautes sont trop aigris? Et donc tout simplement, oui, c'est un message positif et heureusement qu'il montre ça parce que ça montre justement que on peut dédramatiser le fait que les hommes font le ménage parce que oui, il y en a pour qui c'est vraiment impensable. Quoi qu'il en soit, moi j'ai envie de vous dire que je trouve que c'est dommage que les internautes s'en soient pris à lui. Peut-être qu'effectivement on peut se regarder ça en mode ouah, mais attends, c'est la première fois qu'il fait la vaisselle de sa vie, incroyable, est-ce qu'il veut une médaille? Cependant, je trouve que le fond du message est quand même cool à entendre. Je vous laisse regarder, vous me donnerez votre avis. Nicolas chez Stéphanie. Après, vous savez, les gens diront ouais, ben oui, mais c'est normal ce que tu fais. Alors d'autres diront mais pourquoi t'es obligé de te filmer? Les amis, n'oubliez pas que je suis influenceur. Et si je peux vous donner des bonnes manières, parce que moi aussi avant je le faisais pas, je vous le donne. Donc les meufs, remerciez-moi. Peut-être que vos mecs vont voir mon snap. Si demain ça débarrasse la table ou Story de la semaine, rajoutée en voix off et en dernière minute, Chana Cres semblerait tacler Thibaut Garcia. En effet, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a de cela de nombreuses années, Chana et Thibaut avaient ouvert une entreprise ensemble. Des années plus tard, elle décide de prendre la parole et semblerait lancer des piques à Thibaut, réclamant de l'argent. Au niveau des internautes, les réactions sont assez divisées. Beaucoup prennent la défense de Chana, d'autres disent de régler tout ceci directement avec Thibaut et certains disent de carrément aller voir des spécialistes. En clair, pour beaucoup, parler des années après ne sert à rien. J'attendrai votre avis dans l'espace commentaire et j'en reparlerai dans Spill the Tea demain ou mardi si nécessaire. Bon, on a fini la réunion. Ce matin, on a bien bossé. J'avais envie de vous dire, je vous donne une petite explication, mais en vrai, non, je ne dois rien à personne. Je suis pas très à l'aise de ce que j'ai écrit ce matin. Je vous cache pas que ça me ressemble pas. J'ai pas l'habitude de faire ça et j'aime pas régler mes comptes sur les réseaux sociaux. J'ai toujours fait des choses en interne quand j'avais des choses à dire à certaines personnes ou des choses qui me déplaisent ou autre parce que déjà j'aime pas étaler certaines choses. Deuxième chose, quand tu règles tes comptes sur les réseaux, automatiquement ça va engendrer des gens qui sont d'accord, pas d'accord. Ça va créer des conflits, ça peut toucher ta famille. Genre c'est quand même hyper compliqué, tu vois. Là j'ai réglé aucun compte. Juste je vous ai fait part de quelque chose qui m'arrive depuis trop longtemps. Et c'est compliqué pour moi d'en parler. Ça a été dur pendant des années. Heureusement que mon chéri était là pour me soutenir, pour vous dire une vérité. Genre ça a été traumatisant pour moi.
ceux qui lisent le message et qui se disent ça fait 7 ans, la meuf elle en parle maintenant, qu'est-ce qu'elle a? En plus de toute façon on comprend pas trop. Vous savez, dans la vie, quand il se passe des choses et qui te traumatisent ou qui te font du mal, des fois t'as un blocage et t'arrives pas à t'exprimer sur le sujet parce que t'as souffert, on t'a fait du mal ou autre. Vous savez, il m'est arrivé quelque chose quand j'étais jeune, je devais avoir 21 ans, un homme qui m'a fait énormément de mal. J'en ai parlé à personne pendant longtemps parce que j'étais bloquée, j'avais honte alors que j'avais subi une situation, tu vois. Mais bref, je suis pas là pour parler de ça, c'est un autre sujet. Là, le message que je vous ai mis ce matin, j'ai vraiment été traumatisée par la situation pendant des années. Aujourd'hui, ça va quand même un peu mieux. Heureusement que mon chéri était là. Mais c'est pesant pour moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je parle avec mon avocat de cette histoire, à chaque fois tout ça, ça me remet un peu dans le contexte de ce qui s'est passé et ce qu'on m'a fait. Et j'en ai marre, en fait, tu vois, ça fait 7 ans, genre, j'ai juste envie que ça avance. Je ne sais même pas quel but a cette story. Je vous dis réellement, genre, c'est juste que ça fait plusieurs fois où je me dis, est-ce que je prends mon téléphone, est-ce que je fais une vidéo et je raconte ce qui se passe? Est-ce que je le fais pas? Et j'ai pas envie parce que je suis pas quelqu'un qui est méchante et je souhaite pas le mal aux gens, même si certains, aujourd'hui, dont je parle là, c'est pas mes pires ennemis parce que j'en ai rien à cirer de leur vie, tu vois, genre en mode, je suis passée à autre chose, mais je suis tout le temps mêlée à ce truc-là parce qu'en fait, j'ai pas le choix, parce que je vis l'injustice, parce que aujourd'hui, j'ai travaillé avec des gens qui me doivent énormément d'argent et aujourd'hui je pourrais encore en réclamer sur ce qui se passe et je veux pas. Je veux juste genre à l'époque de ce qui s'est passé, qu'on me donne ce qu'on me doit. Je ne suis pas une personne qui est gourmande, tu vois, et ça fait 7 ans que je me bats pour ça. C'était à l'époque, genre je gratte pas ce qu'il y a aujourd'hui, tu vois, et que je suis toujours en train d'être là et d'attendre après la justice et que chacun vit sa best life. Je regarde pas leur vie, tu vois, parce qu'ils sont sur les réseaux, mais genre j'ai juste envie que ça avance, que c'est fatigant psychologiquement, tu vois. Au moment du tournage, c'est la seule story de la semaine que je vous ai mis dans MTT, mais mon petit doigt me dit qu'il y en a eu d'autres en voix off. Si jamais c'était le cas, n'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de tout ça juste en dessous. On passe tout de suite au top actu. Top actu pas très chargé aujourd'hui. Vous allez voir, on n'a pas beaucoup d'actu, mais elles sont quand même bien remplies. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Jingle. Première actualité du Top Actu, on parle de plagiat. Mady Purciaga, ancienne candidate de télé, se retrouve à nouveau sous le feu des critiques. Après énormément de polémiques, elle fait encore face à une accusation, cette fois-ci de plagiat. Le 17 décembre, Mady a été accusée de copier Isabeau de la Tour dans une vidéo récemment publiée sur les réseaux sociaux. On est sur une accusation qui ravive les débats sur l'authenticité et la créativité de certains influenceurs et influenceuses sur les plateformes comme Instagram, Instagram et TikTok. Mady Purciaga, c'est quand même 2,8 millions d'abonnés sur Insta. Elle est à Dubaï avec son mari et leur fils. Récemment, des critiques ont émergé concernant la fameuse vidéo où on dirait qu'elle a reproduit le contenu de Isabeau, une autre créatrice de contenu. En fait, les deux vidéos, je vais vous les mettre côte à côte à la fin de l'actu, elles ont certaines similitudes frappantes. On voit des lunettes de soleil, un sac de luxe, un playback parfaitement synchronisé sur la chanson Dirty Cash, que je pourrais pas vous mettre en raison des droits d'auteur. Donc la ressemblance entre les deux contenus, elle n'a pas échappé aux internautes et il y en a beaucoup qui accusent Mady d'avoir copié Isabeau. Pour certains abonnés, la situation est claire. Mady aurait imité la vidéo d'Isabeau. Les commentaires, ils le disent très clairement, imitation Isabeau, copier-coller, elle plagie. Cependant, je pense que cette accusation de plagiat peut être un peu plus nuancée. En fait, c'est juste une trend TikTok, c'est-à-dire qu'on est sur une tendance populaire qui est reprise par énormément d'influenceurs et d'influenceuses. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui reproduisent ce même contenu avec les quasiment mêmes accessoires et un playback sur la même chanson. Donc Mady, ça se trouve, elle a fait que suivre cette trend, quelque chose qui est largement partagé pour toucher une nouvelle audience, plutôt que de copier Isabeau. Néanmoins, les accusations de plagiat continuent de créer pas mal de discussions, notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a vraiment ce débat de « je suis original et je cherche à me démarquer » ou « je suis les tendances ». Mais en soi, j'ai envie de vous dire que suivre les tendances, ça fait aussi un peu partie du jeu. On a tellement de gens qui sont toujours critiqués pour copier ou machin. La semaine dernière, rappelez-vous, Cassandra et Adixia, c'était le gros dossier de MTT. Est-ce que Cassandra était vraiment la copie conforme d'Adixia? Est-ce que on était sur des gens qui ne se suivent pas mais ont les mêmes goûts? Enfin, il y a toujours vraiment ce débat sur les réseaux de machin, copie de trucs et bidule et babati et patata. Pour l'instant, j'arrive pas à savoir si on est vraiment sur Mady à copier Isabeau ou si juste elle a suivi une tendance populaire. Je vous laisse regarder les deux vidéos, vous me donnerez votre avis.
Maïsan et Emin s'installent ensemble. J'ai vu ça sur le nouveau site d'Aquababe, une pépite pour mes contenus, étant donné qu'il est vraiment, c'est Aquababe quoi. Il a toujours été à fond dans les scoops télé et people. Et là, on a des articles du coup sur lesquels je peux m'appuyer pour écrire également. Je pense que vous le savez, Maïsan et Emin, ils se sont remis ensemble il y a un petit moment et le couple fait un peu rêver les réseaux sociaux. Ils ont décidé de quitter Dubaï, du moins Emin, pour aller à j'allais dire Marrakech, mais je sais pas si c'est vraiment Marrakech. Dans tous les cas, ils vont au Maroc. Et ça, c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler. Ils ont fait rêver tout le monde. Ils vont vivre dans le même pays, mais chacun, d'après ce que j'ai vu chez Aquababe, aura sa propre maison. Maïsan va s'envoler pour sa villa, Emin aura également la sienne. Comme je l'ai lu, chaque princesse aura besoin de son château. Évidemment, même s'ils s'aiment plus que tout, ils vivront séparés. Quelque chose qui peut être compréhensible. Évidemment, il y a une question qui se pose de la part des internautes, de la part de tout le monde. Est-ce que le mariage est pour bientôt? Est-ce qu'ils vont se fiancer? Est-ce qu'ils vont s'unir? Quoi qu'il en soit, l'aventure amoureuse de Maïsan et Emin ne fait que recommencer et c'est quelque chose qui fait beaucoup rêver les internautes. Au niveau de leur couple, je voulais quand même réagir parce que c'est vrai qu'on a eu énormément de scandales. Si vous suivez ma chaîne, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses entre Maïsan et Emin et pas que des choses positives. On en avait d'ailleurs parlé dans ma toute première vidéo enquête sur cette chaîne, Maïsan et Emin, tromperie, avortement et tout ça. Et aujourd'hui, ils ont vraiment réussi à effacer le passé et à repartir sur de bonnes bases. Donc j'espère pour eux que ça va durer parce qu'ils sont quand même très mignons. Mais qui dit amour peut également dire trahison, catastrophe et tromperie. Et là, je vous parle de Mélanie ORL. Mélanie ORL, après avoir vécu pas mal d'épreuves difficiles côté cœur, notamment une relation toxique marquée par des violences physiques ou alors sa rupture avec Greg Yega il y a quelques années, eh bien, elle pensait avoir trouvé le bonheur auprès de Nabil Toufik, candidat de The Cerveau, candidat de Arnaqueur, avec Cassandra et également des 50. Malheureusement, Mélanie a été confrontée à la trahison. Encore. Elle officialise sa relation avec Nabil en octobre 2024. Elle croyait enfin avoir trouvé l'amour, mais quelques semaines après la fin du tournage de The Cerveau, Aquababe révélait que Nabil aurait eu des conversations compromettantes avec d'autres femmes sur les réseaux sociaux. Il aurait notamment déclaré qu'il était en couple avec Mélanie pour la télé, laissant entendre qu'il était ouvert à d'autres aventures. Et face à tout ça, Nabil a expliqué qu'il s'agissait tout simplement de la réalité parce que Mélanie n'aurait plus donné de nouvelles et que c'était vraiment juste une amourette de télé. Mélanie avait décidé de pardonner à Nabil, elle a dit qu'elle n'avait pas été assez présente pour lui et le 17 décembre 2024, elle se reconfie sur Snapchat parce qu'elle découvre une nouvelle infidélité de la part de Nabil. Alors ils n'étaient pas remis ensemble mais ils étaient pardonnés, je le dis quand même, et l'infidélité aurait eu lieu le 11 octobre, donc moment où ils étaient toujours ensemble. Donc oui, on est sur une trahison. Une internaute lui a révélé que Nabil avait dragué une autre femme le 11 octobre alors qu'ils étaient déjà ensemble dans cette relation, donc Mélanie et Nabil. Cette découverte a agacé Mélanie, elle a précisé qu'elle n'avait aucune excuse, qu'il n'aurait aucune excuse pour ce moment-là et pour cette trahison, et elle a expliqué qu'elle avait trouvé des échanges où Nabil flirtait ouvertement avec une autre femme, notamment avec des emojis, vous savez l'emoji rouge en chaleur, genre oui, j'ai vraiment fait l'emoji. Et ce qui l'a encore plus énervé, c'est que Nabil a tenté de retourner la situation en sa faveur. Apparemment, Nabil lui aurait reproché son comportement et donc elle l'a décrit comme un phénomène nocif. Est-ce qu'elle décidera encore de lui accorder son pardon? Je ne pense absolument pas. Est-ce que cette trahison marque la fin de leur histoire? Je pense. Elle a fait donc une story qui dure un quart d'heure. Je vais pas vous laisser tout regarder. On l'a étudié en live. Je vous laisse regarder un petit moment et je vous donne un update. Donc le 11 octobre, il n'y avait pas de prétexte de je le calculais pas, ça se passait mal, il était perdu. Non, on n'était absolument pas perdu. On savait tous les deux ce qu'on voulait, on savait tous les deux ce qu'on se disait. Il y avait là, t'as vu, il y avait pas d'excuses, hein, d'accord? Le 11 octobre, il y avait absolument pas d'excuses. Je lis les conversations, donc déjà je vois les conversations Instagram. Donc au début, c'est comme si la fille parlait toute seule. Donc clairement, on comprend que la personne a supprimé des messages. Qui dit qu'il a supprimé des messages dit que ça devait être des bons messages qu'il craignait. Ensuite, il y a la fille qui envoie une vidéo et lui qui répond 3 têtes qui ont chaud. Les têtes rouges là. Les têtes comme ça là. Les têtes en mode j'ai la dalle, tu es so hot ma belle. Tu vois cette tête là? 3 têtes comme ça. Donc ça, selon lui, c'est absolument pas l'affaire à l'envers. Je sais plus c'est quoi l'excuse. Ouais, elle m'a envoyé des vidéos
d'elle en vacances ou je sais pas quoi. Ah d'accord, ok, donc normal, toi tu réponds ça. Après, donc la fille, je sais plus exactement ce qu'elle lui dit, j'ai les conversations, mais bref, et lui il répond, t'es jalouse? Avec une tête qui pleure. Je ne sais pas du tout si c'est encore d'actualité, mais Nabil hier a mis une story à laquelle j'ai répondu d'ailleurs parce que j'étais un petit peu choqué, genre le culot. Il a mis une story dans laquelle il tacle, j'ai l'impression, Mélanie. Dites-moi qu'elle est encore dispo, je l'ai pas screen. Oui, en gros, il est à la salle de sport et il poste un boomerang, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec l'emoji que je vais pas réimiter. Et donc, c'est quelque chose qui, je trouve, est une réponse à Mélanie. Donc j'ai répondu à cette story et je lui ai dit tu cherches. Et il m'a dit chacun l'interprète comme il veut. Mais je pense qu'il cherche quand même. Vous me donnerez votre avis. Je pense qu'on est sur quelque chose qui fait surtout parler pour The Cerveau. On continue dans les ruptures. Et oui, les amis, on continue avec une autre actu que j'ai trouvée chez Aquababe que j'ai pas vue ailleurs. Alors, Raphaël Pépin et Marine Elimer, c'est un couple qui s'est formé dans OO sur Reality Club. Enfin, plutôt l'inverse, sur Reality Club dans OO. Et apparemment, malgré la romance parfaite, le couple aurait été séparé. En fait, Marine a choqué ses abonnés. Elle a publié un message clair sur Instagram. Elle a dit « Célibataire et 31 ans sans enfant ». C'est donc une story qui a définitivement mis fin à tout espoir de réconciliation entre Raph et Marine. La déclaration laisse vraiment peu de place au doute. Je pense que leur histoire est terminée. De son côté, Raphaël a réagi. Il a laissé entrevoir que leur relation est bel et bien finie. Des confidences brèves mais qui montrent que sur ses réseaux, il dit que cette idylle est terminée et qu'aujourd'hui, ils vivent chacun de leur côté leur propre vie. Les abonnés ont vite compris que c'était une rupture qui n'était pas surprenante. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent que la relation était tumultueuse, marquée par des disputes fréquentes, une toxicité de plus en plus évidente, que bien qu'ils soient physiquement séparés, ils s'attiraient, se repoussaient, comme en fait on était vraiment sur une relation mélangée de haut et de bas, mais pas des hauts et des bas qui sont sains, j'ai envie de dire. Apparemment, Raph avait aussi dit qu'il voulait partir sur Bali pour plusieurs mois, donc c'est quelque chose qui a été la cerise sur le gâteau. Ce voyage devait être une simple aventure, mais bon, visiblement, c'était la dernière goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour la relation entre Marine et lui. Aujourd'hui, il semble prendre un nouveau départ, donc je pense qu'on le reverra prochainement avec quelqu'un d'autre. La fin de ce couple fait déjà le tour des réseaux sociaux, mais bon, on le sait, les rebondissements ne s'arrêtent jamais dans le monde des influenceurs. Peut-être qu'il y aurait une réconciliation. Personnellement, je ne pense pas, parce que pour moi, ce couple était vraiment uniquement un couple télé. Je termine le top actu avec Maëva Guénam. C'est la seule fois où on parle de Maëva cette semaine, je vous le promets. Maëva Guénam, qui est connue pour ses nombreux scandales et controverses, traverse une période difficile. Elle fait face à de sérieuses accusations. Je vous rappelle que dernièrement, on avait appris qu'elle pourrait aller en prison à cause du fait qu'elle a dit « Je t'arrache la tête à Dubaï » et c'est considéré comme une menace sérieuse. Et donc, elle a même failli avoir une interdiction de voyage. Maëva avait réussi à clarifier la situation. Cependant, elle avait pointé du doigt Magali Berda. Elle l'accuse d'être derrière cette affaire. Selon Maëva, Magali serait alliée avec une personne impliquée pour tenter de la faire accuser de l'envoyer en prison. Et Maëva avait dit que Magali était le diable en personne. Dans une nouvelle story, Maëva confie à ses abonnés qu'elle traverse une période très difficile. Elle dit qu'elle se sent victime d'un complot monté par des personnes jalouses. Elle a admis que ces accusations la poussent à se sentir vulnérable. Elle n'arrête pas de dire « je peux aller en prison ». Donc elle diminue son activité sur les réseaux sociaux. Elle dit qu'elle se concentre sur la gestion de ses problèmes personnels. Alors je le précise quand même qu'on apprécie ou non Maëva Guénam. Si on regarde un petit peu ses dernières vidéos, ses dernières stories, on voit quelqu'un qui est vraiment au bout du rouleau, qui est épuisé, qui est abattu par la vie et qui a beaucoup de problèmes personnels. Maëva a également laissé sous-entendre qu'elle envisageait de tout arrêter, mais ça elle l'a déjà dit plusieurs fois. Elle évoque la possibilité de quitter ses projets, notamment Snam Cosmetics ou encore le lancement de son parfum. Je cite « J'ai envie de tout arrêter, peut-être que ça va apaiser leur cœur ». Elle veut essayer de surmonter cette période difficile grâce à sa foi, grâce à la résilience. C'est une affaire qui est loin d'être réglée et Maëva Guénam semble beaucoup en souffrir. Alors pour réagir, vous savez que moi je suis du genre très sentimental, émotion et du coup quand je vois quelqu'un qui est mal, ça me met mal également. Cependant, on est quand même sur Maëva Guénam qui a déjà dit plusieurs fois qu'elle comptait tout arrêter sur les réseaux, qu'elle comptait faire ci, qu'elle comptait faire ça. Donc, est-ce qu'elle risque vraiment la prison d'après tout ce qui est dit
Effectivement, est-ce qu'elle compte vraiment arrêter son activité sur les réseaux? Je ne pense pas. Quoi qu'il en soit, je lui envoie quand même du courage par rapport à ses épreuves personnelles. Ça reste compliqué à vivre. Voilà tout le monde pour le Top Actu cette semaine. S'il n'y a pas eu de dernière minute, normalement, il était complet. On va passer à mon avis sûr. Mon avis sûr est un petit sneak peek de ce dont on parlera juste après concernant Dylan Thierry. Vous allez comprendre dans un instant. C'est parti, jingle, mon avis sûr. Si vous suivez toutes mes vidéos, vous avez vu que je vous ai fait il y a, je crois, c'était hier si je dis pas de bêtises, enfin hier pour moi donc vendredi pour vous, une petite vidéo react sur cette chaîne concernant l'interview de Dylan Thierry partie 1. Et je vous ai promis que je parlerai de la partie 2 dans l'émission de dimanche Mix the Tea, donc aujourd'hui. J'ai effectivement visionné la partie 2, on a beaucoup d'informations à l'intérieur, mais pour mon avis sûr, j'ai décidé de me concentrer sur IM. Et je vous ferai un petit résumé de la partie 1 plus tard dans le Cœur Actu. Dans la partie 2 de l'interview de Dylan chez Sam, on a une explication assez globale sur ce qu'il s'est passé avec IM et sa relation avec elle. On apprend qu'ils se sont rencontrés via les réseaux sociaux, un message puis un autre puis un appel, et puis Dylan a développé rapidement des sentiments envers elle. Jusqu'à ce moment-là, honnêtement, j'ai envie de le croire. Je pense que c'est quelque chose qui est possible, qu'il ait développé des sentiments aussi rapidement, étant donné que, selon ce qu'il dit, IM cochait vraiment toutes les cases de son petit carnet de « je veux une femme comme ci, une femme comme ça », etc. Cependant, en fait, tout ce dont on a parlé plusieurs fois, où on disait que là il y avait rupture, que là il y avait des ruptures, que là ils sont mariés, que patati patata, et où on disait que tout ceci n'était que pour faire du buzz, eh bien vu de l'œil de Dylan et IM, ça aurait été totalement différent. C'est-à-dire que rappelez-vous, il y avait eu ce fameux pèlerinage à la Mecque où tout le monde disait que c'était pour le buzz qu'ils avaient inventé une rupture là-bas. Eh bien visiblement non, il y a bel et bien eu une rupture là-bas, étant donné que Dylan aurait eu certains signes qui montreraient que IM n'était pas si engagé dans la foi que ça et ne correspondait pas autant que ça aux attentes de Dylan Thierry. Apparemment, il saurait aussi beaucoup de choses sur elle qu'il ne voudrait pas dire pour ne pas la salir. Et alors, vous allez me prendre pour quelqu'un de crédule, je pense, mais je ne sais pas si vous avez regardé cette partie 2 d'interview. Autant dans la partie 1, je le trouve détestable, je vais pas vous mentir, mais dans cette partie 2, au moment où il parle d'IM, je le trouve sincère. Alors, ça reste Dylan Thierry, donc j'ai du mal à dire ce mot, mais j'ai l'impression qu'il est sincère dans ses paroles et que c'est vraiment une histoire qui l'a peiné et qui l'a blessé. Ça se trouve, encore une fois, je me fais avoir et honnêtement, ça serait pas étonnant parce que je suis vraiment quelqu'un qui est crédule avec les candidats et les candidates de télé, mais je sais pas, je trouve qu'il a pas la même manière de parler que dans la partie 1 quand on parle des accusations et où il réfute absolument tout. Ici, on est vraiment sur un homme qui, je trouve, a l'air d'être triste que cette histoire n'ait pas été celle qu'il attendait, qui a l'air d'être triste d'avoir accordé son premier mariage à une femme qui finalement ne le correspond pas comme ça. Vous me donnerez votre avis, mais mon avis est que je pense que Dylan Thierry a vraiment eu du mal avec la fin de sa relation avec IM. Mais encore une fois, ça se trouve, je suis totalement à côté de la plaque et il est en train de manipuler tout le monde pour que IM s'en prenne plein la tronche. Mais je pense même pas, parce qu'il a pas donné tant d'infos que ça sur elle compromettantes. Il a pas dit oui, mais elle a fait ça, c'est pour ça que, oui, mais j'ai vu ça, c'est pour ça que. Il a juste dit qu'il a vu des choses, qu'elle le correspondait pas, etc. En fait, il laisse sous-entendre qu'elle l'aurait un peu berné et qu'elle aurait surtout essayé de s'acclimater à lui pour essayer d'être dans la relation qu'elle voulait avec lui. Donc dans tous les cas, je ne sais pas trop si Dylan est sincèrement sincère, mais moi je le trouve sincère et je voulais vraiment vous mettre cet avis ici pour que vous me donniez le vôtre. Je vous laisse regarder un mini extrait de cette interview, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais essayer de prendre un extrait où justement je le trouve sincère. Et c'est après le pèlerinage à la Mecque que tu décides de divorcer? Non, c'est pendant le pèlerinage à la Mecque. Trop de signes, mais trop... J'ai pas envie de rentrer dans des détails parce que ça va la mettre vraiment dans une situation très très mal. Ça va choquer tout le monde pour le coup, donc je vais m'abstenir. Mais ouais, à la Mecque, j'ai compris que non, ça allait pas quoi. Vous vous disputiez? Ouais, bien sûr, ouais. Mais sur des sujets de la vie de tous les jours, sur des sujets religieux? Ah non. En fait, il faut pas du tout croire que je suis. Et d'ailleurs, vu le début de l'interview, il faut pas croire que je suis le musulman. Se dire que je suis vraiment dans le minimum de l'islam. Hein. Je fais mes 5 prières par jour, je fais le ramadan, je mange pas de porc, je bois pas d'alcool. On est vraiment sur les trucs qui sont obligatoires, qui sont pas un truc de fou en termes de musulmans. Mais en fait, vu qu'elle a un certain mal-être, elle avait besoin de certaines choses qu'elle n'avait pas à la Mecque. Et du coup, ça crée des attitudes très bizarres.
Du confort? Peut-être. Du luxe? Du confort. Non, pas du. Ouais, elle avait besoin de quelque chose à la Mecque qu'elle retrouvait pas, parce que c'est une terre sainte et du coup, il y avait un autre caractère. Et j'essaie de pas trop la. Ah non, mais ça arrive dans beaucoup de couples. C'est-à-dire que qui se marient souvent très vite. T'as découvert une facette de sa personnalité, des attitudes peut-être que tu n'avais pas vues avant. Exactement. Et que j'avais aussi pu apercevoir à Dubaï, mais que j'avais décidé de l'aider à ce moment-là. Je me suis dit, Dieu a mis cette femme sur ma route, c'est peut-être pour l'aider et qu'elle m'aide aussi, hein, bien évidemment, parce que je suis pas parfait, et qu'on aille tous les deux vers le haut. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais dans mon délire tout seul. Voilà tout le monde pour mon avis sur cette semaine. J'espère sincèrement que ça a pu vous intéresser. On est à la moitié de l'émission. Donc comme chaque moitié d'émission, je vous le rappelle, si vous ne l'avez pas fait, n'oubliez pas de liker juste en dessous. Ça aide énormément, surtout si on atteint plus de 1000 likes pour l'émission. Ça la fait vraiment remonter dans les recherches. Je vois les différences, je vous mens pas. N'oubliez pas de commenter tout ce que vous avez envie. Je réponds à tout, que ça soit par rapport aux fêtes, que ça soit par rapport aux actus. Si vous voulez discuter, franchement, mes commentaires sont ouverts à tous et à toutes le temps que c'est fait dans le respect. Et on peut être négatif dans le respect, je le précise. Je vous retrouve dans un instant pour le cœur actu qui est assez chargé et ensuite les gros dossiers. C'est parti, jingle. Est-ce que ça veut dire que genre dès la semaine prochaine, faut que j'enlève le sapin ou je peux encore le laisser? Enfin, je l'ai installé il y a 3 MTT, j'ai pas envie qu'il disparaisse. Je commence le cœur actu avec Jessica Tiveneng. Jessica Tiveneng, figure de télé-réalité, a récemment fait parler d'elle pour son physique. Et oui, encore. Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre son visage visiblement transformé et ça a fait une vague de réactions. Alors, elle a jamais caché ses choix de chirurgie esthétique. Pourtant, sa récente apparition a suscité des critiques, notamment à cause des traits modifiés. Dans la vidéo, on voit des pommettes proéminentes et des joues émaciées. Il y a des gens qui disent elle est méconnaissable, trop de chirurgie, c'est dommage. Pourquoi vouloir à tout prix modifier son visage? Un blogueur a fait écho à ces interrogations. Il souligne ce qui a changé radicalement pour Jess. Alors Jess, c'est quelqu'un qui est suivi par 6 millions de personnes et qui vit sous le regard des critiques. Cependant, on peut se poser pas mal de questions. Bien que critiquée, Jessica continue de partager sa vie. Elle aborde ses succès, ses moments de doute et ses chirurgies. Et en fait, il y a des gens qui disent qu'elle essaye d'être authentique, mais qu'elle ne l'est pas physiquement. Cependant, je pense que Jessica n'est pas qu'un physique. Bref, elle n'a pas réagi face à cette vague de commentaires, mais j'ai trouvé un TikTok qui en parle, je vous laisse regarder. On en parle des joues de Jessica Tiveneng. C'est une dinguerie, genre. Elle a fait une vidéo qui tourne il y a pas longtemps, je vais vous la montrer, c'est encore plus choquant en vidéo, genre. Je sais pas ce qu'elle a mis dans ses joues. Mais attendez. On vient d'arriver à l'hôtel. J'ai même pas enlevé de mon bonnet. Je vais me laver, je suis fatiguée. Mais il fallait absolument que je fasse cette story avant d'aller me laver. Je suis le seul à être choqué, genre c'est même plus des injections à ce niveau, on dirait elle s'est fait poser des implants, genre. Je sais pas si c'est le make-up qui amplifie ça avec le fait que ça brille, mais elle est déformée. Et ça se voit qu'elle ne peut plus bouger le visage quand elle parle, elle est tirée, genre c'est comme ça, c'est énorme. Les gens ont dit quand Thibaut arrêtera de la manipuler et qu'elle commencera à s'aimer, elle commence à ressembler au frère Bogdanov. Dans 10 ans c'est un monstre, Annabelle 2 le film. Je veux pas lancer de haine en attaquant sur le physique, parce que de base je la trouve très belle Jessica en fait. Et là ce qu'on voit ce n'est pas elle, et je ne critique pas elle, elle est très belle, elle est même parfaite genre. Mais pourquoi en arriver à ce point? Est-ce qu'elle se fait vraiment manipuler par son mec? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi je suis outré en fait, parce que c'est de pire en pire. Et le pire c'est qu'elle a que la trentaine, imaginez dans 10-20 ans, imaginez juste à 60 ans genre. Imaginez, c'est impossible. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les actualités et aussi à commenter. Je veux voir ce que vous en pensez, on en débat en commentaire. J'ai l'impression d'être le seul à être choqué, je sais pas. Pour réagir, je le répète, la chirurgie esthétique à outrance peut être extrêmement dangereux, mais Jess le sait et si elle continue de le faire, c'est que elle a envie de le faire et elle est pas là en train de faire des stories en disant, enfin elle prend pas son téléphone en étant en mode bon venez tous faire des chirurgies, vous verrez ça va vous changer la vie. C'est pas du tout ce qu'elle fait et je pense que c'est quand même important de le rappeler qu'elle est qu'elle est consciente de ses choix et qu'effectivement c'est pas un exemple. Alors ça, j'ai vu ça, j'ai assez ri. Le candidat Bastos a pris la parole pour dénoncer ce qu'il considère comme du harcèlement de la part de Marois. Selon lui, cette situation découle d'un contentieux personnel alimenté par leur tension passée.
Bastos suit de près la relation Marois et Vincent et il a exprimé son mécontentement face à celle-ci, cette situation et cette relation. Il critiquait Marois à plusieurs reprises dans des lives, il l'a accusé de se mettre en couple pendant les tournages pour percer dans le milieu et Bastos a révélé que Marois lui aurait un jour proposé de boire un verre et après elle l'aurait ghosté. Marois de son côté a annoncé qu'elle allait porter plainte contre Bastos pour harcèlement et diffamation s'il continue et elle a réagi sur les réseaux sociaux. Elle a dit que Bastos était un cancer et que en gros elle était assez mal face à ce qu'elle considérait comme un acharnement. Elle insistait sur le fait qu'elle demandait la paix et qu'elle ne méritait pas ce traitement. Elle en a conclu que Bastos l'empêchait de vivre et qu'elle voulait vraiment tourner la page. Marois a aussi parlé de la médiatisation de son couple, notamment à cause de Bastos, donc de tous les problèmes qu'il y a eu. Il n'est pas directement responsable de leur séparation, mais selon Marois, il aurait contribué à l'escalade médiatique alimentant les rumeurs et la pression du couple. Et bien justement, lors d'un live, Bastos il a réagi à tous ces dires et il a relancé le conflit. Il a dit qu'il trouvait que l'attitude de Marois était obsessionnelle et qu'il voulait qu'elle arrête de parler de lui parce que c'était du harcèlement. Donc évidemment, je pense qu'il le dit sur un ton ironique. Il a pris du recul en disant que cette guerre médiatique a permis de dévoiler la vraie nature de ses personnalités et il dit qu'il est satisfait que les téléspectateurs voient enfin leur vrai visage. Le conflit entre Bastos Marois et Vincent semble loin d'être résolu et moi je le dis quand même parce que là tu vois lui il en rigole et tout ça et elle aussi elle utilise le mot harcèlement énormément de fois, mais le vrai harcèlement, le harcèlement en ligne, le harcèlement en réel, c'est quelque chose qui est un sujet sensible et qu'il faut vraiment combattre au quotidien. Je vous laisse écouter Bastos. Marois est fan de toi. Ouais, j'ai l'impression, vraiment, c'est une obsession. C'est une obsession de parler de moi, quoi. C'est chez Samzira, chez Lolo Baby Show. Change de disque. C'est fou. Sinon, moi, je vais t'emmener en justice si tu continues. Marois a parlé de toi dans la nouvelle vidéo de Laura Lempicka, celle d'aujourd'hui. Oui, je sais. On vient de le dire. Genre, on vient à peine de le dire. Exactement, Kounia. C'est limite du harcèlement. Voilà. Enfin, en tout cas, maintenant, moi, je suis bien content. Tout le monde sait qui c'est, ces gens. Voilà. Merci Hello Stories. Merci infiniment. J'ai été le premier à le dire. Je me suis fait tabasser pour l'avoir dit. Maintenant, tout le monde sait qui c'est. On passe à autre chose. Ciao. Est-ce que Gab va venir sur un de tes lives? Alors, Gab, il vient souvent sur mes lives. Mais, les amis, on prépare un truc avec Gab. On va, après les vacances. Marois est fan de toi. Ouais, j'ai l'impression, vraiment. J'ai également vu Marois parler chez Laura, Lolo Baby Show, sur YouTube. Elle est revenue sur tout ça, justement. Elle a parlé de Bastos en disant que, tout simplement, ces vidéos, c'était vraiment un acharnement. Mais elle fait aussi un parallèle avec d'autres blogueurs. Peut-être moi, d'ailleurs, j'en sais rien, ou Sam ou d'autres, en disant que, les gens ont le droit de traiter l'affaire parce qu'on est sur un couple médiatique public, mais qu'il y a une manière de faire les choses. Donc, pour le coup, je suis d'accord avec elle. Comme à chaque update, je vous en parle, Poupette Kenza, un nouveau jour, un nouveau chapitre. Créatrice de contenu influente qui fait parler d'elle depuis son incarcération, notamment à cause de son mari. Et oui, son mari aurait récemment été libéré de prison. On est sur un rebondissement qui a secoué les réseaux sociaux. Petit contexte, Poupette est incarcérée en juillet 2024 à la prison de Rouen suite à des accusations graves d'association de malfaiteurs et de tentatives d'extorsion de fonds en bande organisée. Après plusieurs mois de prison, elle est libérée le 29 octobre sous contrôle judiciaire et selon son avocat, Poupette serait en grande partie libérée parce qu'il y a eu une réorganisation de sa vie en France après son séjour à Dubaï. Évidemment, elle a quelques conditions, elle doit pointer au commissariat, elle peut pas contacter les victimes et depuis sa libération, on l'a vu, elle est très discrète sur les réseaux, elle a donné naissance à son 3e enfant, il y a eu une photo volée et cependant, en ce qui concerne la justice, elle a admis sa culpabilité dans l'affaire qui la concerne. Comme je vous l'ai dit dernièrement, elle a reconnu avoir rédigé des messages incriminants, expliquant que ça faisait partie d'un accord avec son mari, Alan. Bon, Poupette a quand même nié avoir commandité des actes violents, et dans un autre rebondissement, une blogueuse, Wawa les Croustilles, a révélé que Alan, le mari de Poupette, aurait été libéré le 16 décembre. Selon les informations, sa demande de mise en liberté a été acceptée, bien que la véracité de cette information n'a pas encore été confirmée
officiellement. Cette potentielle mise en liberté d'Alan, si elle est confirmée, soulève encore de nombreuses questions sur l'avenir de ce couple et l'évolution de l'affaire judiciaire. Les détails concernant leur vie personnelle et professionnelle continuent d'attirer l'attention des médias et des internautes. L'affaire Poupette Kenza semble loin d'être terminée et évidemment, je vous tiendrai au courant dès que j'en saurai plus. En live, on a parlé de Alex Guidi qui défendait Magali Berda, Maëva Guénam, enfin il parlait du conflit, il défendait Magali face à Maëva et il a également pris la parole sur deux autres personnes, Julien Bert et Ilona Goss. Je voulais à tout prix vous en parler. Donc Alex, il a pris la parole pour afficher son soutien par rapport à Julien dans le cadre du conflit judiciaire qui l'oppose à Ilona, son ex-compagne. Cependant, ses déclarations, notamment concernant les accusations de violence, ont très rapidement provoqué une vague d'indignation sur les réseaux. Il y a un peu plus d'1 an, Julien avait été condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme avec sursis probatoire, suite aux accusations de violence conjugale et d'abus de biens sociaux formulées par Ilona. Bien qu'il ait fait appel de cette décision, le verdict a eu un impact sur sa réputation. Julien a aussi été vu en boîte de nuit locale. Il y a des tensions entre lui et Ilona qui ont continué d'alimenter les débats médiatiques, notamment avec le vandalisme de la voiture d'un ami de Julien, tagué au nom d'Ilona. D'ailleurs, Ilona avait réagi à tout ça en disant « vous faites pas ça, enfin c'est pas ok ». Julien a été relativement discret depuis sa condamnation. Cependant, il est quand même présent sur des lives TikTok. Et là, c'est Alex Guidi qui a été invité chez Sam et qui a décidé de parler de ça. Il a dit, je cite, « Julien, c'est mon poteau ». Il a révélé avoir discuté à 2 reprises avec Julien en privé sur l'affaire. Il exprime son désaveu concernant l'acharnement dont Julien a été victime en disant, je cite, « Ok, il a fait de la merde, mais ça va, il a tué personne, tout le monde est en bonne santé. » Alors franchement, Alex Guidi, je peux pas. Je suis désolé, je peux pas. Je peux pas. Sur la question des violences conjugales, il évoque la complexité des relations de couple, suggérant que les altercations physiques peuvent parfois survenir sans pour autant justifier la violence grave. Il a dit, je cite, « Il n'y a pas de fumée sans feu, mais je n'arrive pas à imaginer Julien aussi violent avec Ilona. » Donc vu que monsieur Alex Guidi n'arrive pas à imaginer Julien aussi violent avec Ilona, il n'y a pas de fumée sans feu, peut-être que Ilona lui a foutu une tarte aussi, et donc Julien, il a pu tranquillement l'étrangler contre un mur. Bah oui, pourquoi pas. Ça va pas la tête. Les propos ont été nuancés par Alex, mais de nombreux internautes ont vivement réagi, et je peux comprendre. Plusieurs ont accusé Alex de minimiser la violence conjugale, en particulier avec la fameuse phrase « Il n'a tué personne, tout le monde est en bonne santé ». Ilona n'était pas en bonne santé mentale, hein. Je vous rappelle qu'il y a eu des conséquences physiques et psychologiques pendant longtemps après. Aujourd'hui, elle a retrouvé un peu de bonheur. Je cite, « Quand tu vois que certains banalisent la violence, tu comprends pourquoi il y en a autant. Oh là là, le red flag que c'est. » Les réactions sur les réseaux montrent clairement l'indignation de nombreux utilisateurs qui estiment que les violences conjugales doivent être prises très au sérieux. Banaliser ce type de comportement, même avec des propos modérés, est perçu comme un danger. Et c'est vrai. Les propos d'Alex ont provoqué un vif débat. Certains défendent son droit d'exprimer son opinion et il a le droit, mais on a le droit de pas être d'accord. Et il y en a d'autres qui dénoncent cette banalisation inacceptable de la violence. Si le soutien d'Alex à son ami Julien est légitime dans un cadre privé, ses déclarations publiques sur un sujet aussi sensible ont rapidement provoqué une tollée négative et je peux comprendre. Je vous laisse écouter Alex chez Samsira. Julien, moi voilà, c'est mon poteau. Hein. En plus, tu rigoles ça, j'avais un souvenir de lui tout à l'heure avec lui. Souvenir avec lui sur Snapchat, là. C'est toujours ton poteau après les vidéos en fait, voilà, il s'est passé passé des choses. On a discuté avec Julien. On s'est vu 2 fois. Ok, pas besoin de le dire aux gens non plus. Moi, tu vois, c'est pour te dire comment je suis. C'est bon, je suis avec Julien Bert, on parle. Non, frère, non, c'est mon pote. On a plus de 30 ans, on se voit comme des amis, on discute comme des amis. Pas obligé toujours de snapper. Et on s'est vu en boîte de nuit. Au début, on s'est embrouillé au début. On s'est embrouillé, c'est Kevin qui est arrivé. Il dit, sérieux avec Alex et tout. Et après, on s'est reparlé, on s'est serré dans les bras. Je te jure, on a dit, on s'est serré, on est tombé par terre. On n'a pas vu, il y avait une barrière, on croyait qu'il y avait une barrière, il n'y avait pas de barrière, on est tombés tous les deux. Je me suis troué le pantalon, je te dis la vérité, mort de rire. Et après, on a rediscuté. Vraiment, je lui ai dit ce que je pensais, il m'a dit ce qu'il pensait. Et j'aime pas l'acharnement aussi qu'il a subi, parce qu'il a vraiment... Et en fait, c'est ça que... Ok, il a subi, ok, il a fait, on va dire la vérité, de la merde. Ok, mais ça va, il a tué personne, tout le monde est en bonne santé, ok. Elle a dit qu'il avait été violent avec elle. Il s'est trompé, oui, mais... Ok, violent. Mais, je veux dire, tu sais, si dans un couple, les deux, ils commencent à se mettre les mains dessus, c'est pas bon.
Ce que tu veux dire, c'est qu'elle aussi le tapait? Je ne sais pas, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je vois pas Julien mettre des crochets à Ilona et je vois pas Ilona mettre des crochets à Julien. Peut-être qu'ils ont. Pourtant, c'est ce que disait Ilona. Elle Oui, disait mais qu'il peut-être l'avait quand étranglé, etc. peut-être quand ils sont éméchés, ils se disputent ou quoi, tu vois, peut-être et tout. Ça va, on est des hommes et tout. Mais ça va pas lui mettre une balayette et tout, je pense pas. Je vois mal Julien faire ça, je te dis la vérité. Je vois plus balayer un mec qu'une femme. Donc tu crois pas Ilona? Non, je la crois dans le sens où peut-être qu'il y a eu des mouvements brusques, tu vois. Mais après, c'est de là à faire des étranglements et tout. Moi, je vois ça grave, tu vois ce que je veux te dire? Je vais pas vous donner mon avis plus que ça parce que je n'ai pas envie de m'énerver. J'en reparle à la fin de la vidéo justement de la violence conjugale. Mais si jamais vous en êtes victime ou témoin, 3919 est un numéro gratuit qui vous permet justement d'en parler et d'être aidé. Sur un autre registre, on a Julie Ricci qui a choqué un petit peu tout le monde, hein, on va pas se mentir, étant donné que je vous en ai parlé récemment, mais Julie Ricci, ex-candidate de Secret Story, a fait parler notamment pour avoir annoncé qu'elle allait rejoindre la plateforme Mime, mais surtout parce qu'avec son ex-mari, Pierre-Jean, ils ont pris une décision. Leurs deux fils, Gianni et Giovan, vivront principalement avec leur père à Malte dès janvier 2025. Pierre-Jean a déménagé à l'étranger pour des raisons professionnelles et après réflexion, le couple a obtenu et a convenu que, le couple, oui, a convenu, je sais pas pourquoi j'ai dit obtenu, que leurs enfants seraient plus heureux à Malte dans un environnement bilingue au bord de mer avec une meilleure école. Bon, cette décision, elle avait provoqué une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui ont dit que Julie privilégiait sa liberté personnelle au détriment de ses enfants, peut-être à cause des tournages, des choses dans le genre. Les critiques ont été acerbes. Il y en a qui disent qu'elle se débarrasse de ses enfants, qu'elle veut vivre sa meilleure vie. Pierre-Jean avait même tenté de défendre son ex-femme. On avait vu tout ça. À l'approche du départ des enfants, Julie a été questionnée sur Snapchat face à son ressenti et un internaute lui demande si elle n'appréhende pas trop le départ des garçons. Julie a dit, de manière très sereine, non, en fait, ça sert à rien de stresser. Et elle a dit que cette situation n'était pas définitive et qu'elle les verrait sûrement souvent. Sa réponse a choqué les internautes. Ils ont estimé qu'elle semblait trop détachée de la situation. Il y a quelqu'un qui a dit, en reprenant ses propos, qu'elle semblait soulagée et qu'elle avait limite hâte. Les commentaires sous la publication ont amplifié la perception de cet internaute et il y en a beaucoup qui disent qu'en fait elle pourrait maintenant se concentrer pleinement sur ses projets pro et perso comme les tournages et les plateformes de charme. Je cite: elle sera plus tranquille pour faire ses contenus mimes, c'est plus pratique pour sortir en soirée, elle aura le temps de faire son brushing au moins. Les gens sont durs quand même. C'est-à-dire que Julie là, elle est juste en mode j'essaye de prendre la situation avec positivité en me disant je vais les revoir souvent, etc. Et les gens, ils sont là, ils lui cassent du sucre sur le dos. Genre, je trouve que c'est quand même super violent. Bref, les semaines à venir vont continuer d'alimenter les réseaux sociaux jusqu'au départ des petits garçons et après les internautes passeront à autre chose. J'envoie quand même mon soutien à Julie parce que peut-être qu'elle veut juste le bien de ses enfants en mode s'ils ont une meilleure école là-bas, s'ils ont un meilleur cadre de vie, s'ils ont un parent présent plus que Julie à cause de son travail, je parle des tournages, eh bien je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose. En fait, on dirait que des enfants qui vont vivre uniquement avec leur papa, c'est mauvais, mais par contre s'ils vivent uniquement avec la maman, c'est ok. C'est-à-dire que là, on pourrait aussi dire que Pierre-Jean il vit sa meilleure vie à Malte, qu'il aura tout le temps pour sortir en soirée, etc. Mais personne dit ça, il parle juste de Julie. Non, j'ai pas mal cette question. Non, en fait, ça sert à rien de stresser, de s'angoisser. On a mûrement réfléchi. On a pris une décision, franchement, qui est bien pour moi, pour le papa, pour les enfants. Il reste avec l'un des deux parents. Après, les gens qui extrapolent, qui vont trop loin. Après, c'est le délire des réseaux sociaux. Donc, bon, on laisse faire, pas tout non plus. Mais voilà, ils ne sont pas du tout abandonnés. Ils restent avec papa. Moi, je vais les voir. Voilà, ça change un peu parce qu'ils vont dans un pays différent. Mais je veux dire, c'est pas plus mal, c'est bien. Ils testent de nouvelles choses. Un pont thermique, ce n'est... Alors du moment où t'es pas un parent stressé, t'as pas un enfant stressé, avec Pierre-Jean on s'entend bien, on parle, on communique, on n'est pas en embrouille ni stressé non plus. Donc non. Voilà. Après, quand la situation passe, on verra si je suis trop stressée ou si ça va me faire bizarre ou quoi, mais il faut aborder les choses positivement. Voilà, j'ai jamais été de maman. J'ai vu ça chez Aquababe, la saison 2 de Uncut va faire son grand retour. Alors franchement, j'ai trop hâte, j'adore cette émission. C'est sur le point de débarquer et selon Aquababe, ça va faire des étincelles. Alors je vous rappelle qu'on est sur une émission où il n'y a pas de cut. Les candidats sont face l'un de l'autre pendant 20 minutes sans coupure. Et donc, on a une saison qui s'annonce palpitante. Premièrement, on a Enzo et Simon. Ça va être le premier face-à-face. On est sur un duel des titans qui va secouer tout le monde, notamment à cause des 5
50. On aura également Simon face à Nicolo face à Nicolas, quelque chose que personnellement j'attends avec grande impatience. On a Cassandra contre Maïsan, Luperlo contre Enzo et on est sur un casting qui est explosif. Honnêtement, j'aurais pu mettre ça dans le top actu, mais j'avais envie de vous en parler ici. Évidemment, vous me direz dans l'espace commentaire si vous voulez que je vous parle de cette émission quand elle sort. Et pour vous donner mon avis, c'est vraiment une émission que j'aime beaucoup dans le sens où on a, vraiment aucune coupure. C'est-à-dire qu'ils se posent des questions, ils se parlent, etc. Et tu as vraiment les vraies réactions. J'avoue, je sais pas si le casting est complet selon Aquababe, mais je m'attendais quand même à un Mel ORL et Nabil. J'espère qu'on l'aura parce que, je sais pas, je me dis ça peut être intéressant. Est-ce que vous avez regardé Uncut saison 1? Est-ce que la saison 2 vous intéresse? Dites-moi tout ça. Dylan Thierry chez Samzira. Alors tout à l'heure, là, je vous ai parlé de Ayem Nour et là, on va parler du reste, de tout ce dont il a parlé dans la partie 1. Il est accusé de proxénétisme, de trafic d'enfants, de mauvaise gestion de cagnotte humanitaire et il a répondu à tout ça chez Samzira. Les accusations de trafic ont fait surface après la fuite d'audios compromettants révélés par Booba. Dans ces audios, Dylan évoquait une situation où il aurait envisagé de sauver une petite fille de Madagascar en utilisant le passeport d'un ami, prétendant être le père de l'enfant pour ramener celle-ci en Europe. Il a dit, je cite, pour se défendre, je suis à Madagascar, entouré d'enfants qui meurent, entouré d'enfants que j'ai envie de sauver. Il a dit qu'il était prêt à tout pour aider les enfants dans le besoin, évoquant des solutions extrêmes telles que l'utilisation de passeports, l'organisation de secours par hélicoptère ou bateau, et il a justifié ses propos en soulignant qu'il n'avait jamais eu l'intention de commettre de crime, juste qu'il y a pensé. Un autre audio, rappelez-vous, Dylan parlait de Jazz parce que il voulait soutirer la somme de 100 000 € au couple de la GLC Family. Il a dit qu'il n'était pas question de trafic d'enfants parce que je vous rappelle que c'était pour aider Jazz à adopter, mais selon Dylan, c'était un service d'accompagnement pour que le couple puisse adopter. Dylan a expliqué qu'il comptait passer du temps avec Jazz et Laurent pour les aider dans le processus d'adoption, mais qu'il n'avait jamais voulu les arnaquer, juste leur prendre, je cite, un petit billet. Il a justifié son propos en disant que la richesse du couple est telle qu'il aurait pu simplement prendre un billet en retour des services rendus. Je cite, « Je rends un service, ça n'a rien à voir avec du trafic d'enfants. » Ces déclarations ont évidemment été mal perçues par des internautes qui ont exprimé une incompréhension face à ce type de réflexion. C'est pour ça que je vous disais dans mon avis sûr que dans la partie 1, je le trouve détestable, mais que dans la partie 2, j'ai un peu plus de peine pour lui. Je sais pas pourquoi. Les propos de Dylan ont divisé l'opinion publique. Certains le soutiennent en disant qu'il voulait sauver des enfants de la misère. D'autres sont choqués par ses méthodes et ses déclarations. Les accusations de trafic d'enfants sont d'une extrême gravité. Et bien que Dylan se défende de toute mauvaise intention, son image en a évidemment pris un coup. Les prochains mois seront cruciaux alors qu'il tente de redorer son image et de se défendre contre ces accusations qui continuent de faire l'objet de vives réactions. Dylan est toujours plongé dans une polémique de grande ampleur. Ses propos controversés et ses choix d'action ont provoqué une onde de choc sur les réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit, j'en ai parlé vendredi sur ma chaîne de cette partie 1 et si vous voulez juste un résumé de tout ce que j'ai dit au niveau de mes réactions, tout simplement, il se dédouane beaucoup en disant oui mais c'était que des audios que j'envoyais à ma meilleure amie, ça devait rester entre nous, on a le droit d'insulter les gens avec notre meilleure amie. Oui, parce qu'il s'est montré aussi limite raciste, homophobe, mais tout ça est excusable parce qu'il parlait à sa meilleure amie. Oui. Donc bref, ça m'a beaucoup choqué et je trouve qu'il ne s'excuse pas, qu'il ne se remet pas en question. On a juste beaucoup de justifications non fondées, selon moi. Si vous avez regardé cette partie d'interview chez Samzira, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous n'avez pas vu, on a fait un react qui est sorti sur cette chaîne ce vendredi, donc n'hésitez pas à aller fouiller ma chaîne. En parlant de racisme, Cassandra Julia a été jugée raciste. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais samedi dernier, le 14 décembre, Angélique Anne-Garni Philompon, j'espère que je prononce bien, Miss Martinique, a été couronnée Miss France 2025. Elle est magnifique. Lors d'une soirée très suivie, mais cette élection, elle a pas fait l'unanimité. Cassandra Julia, ancienne candidate et ancienne Miss elle-même, a exprimé sa déception sur les réseaux sociaux. Cassandra a exprimé son désaveu d'un résultat avouant être déçue en raison de ce qu'elle considère comme une malédiction qui touche les candidates blondes dans le concours. Selon elle, les blondes peinent à décrocher la couronne et cela malgré leur indéniable qualité. Elle a fait référence à cette situation en disant « Il y a depuis quelques années une malédiction concernant les blondes dans cette élection ». Cette remarque a déclenché des accusations de racisme à son encontre. Il y a des internautes qui interprètent ses propos comme une généralisation discriminatoire. Donc Cassandra, elle a réagi, elle a dit qu'elle n'était pas raciste et qu'elle pourrait
aussi dire que le comité de Miss France serait raciste contre les blondes ou les yeux clairs. Les propos de Cassandra ont fait le tour des réseaux, ils ont attiré des réactions partagées. D'un côté, il y en a beaucoup qui lui reprochent de ne pas avoir respecté le choix du jury, il y en a d'autres qui la défendent en disant qu'elle a seulement exprimé sa préférence personnelle. Dans son intervention, elle a quand même pris soin de souligner que Miss Angélique est une femme très belle, qui sait très bien s'exprimer et qui représente la femme d'aujourd'hui, non seulement par son physique mais aussi ses qualités. D'ailleurs, Miss France, à l'âge de 34 ans, est devenue la plus âgée des Miss élues, ce qui a suscité une partie de mécontentement parmi les téléspectateurs, mais elle a fermement répondu à ces attaques, Miss Angélique, affirmant qu'une femme n'a pas de date de péremption et qu'elle même au-delà de 30 ans, on peut être exceptionnel. Bref, je vous laisse regarder Cassandra qui se justifie, mais il y a quelqu'un qui a réagi. Genre, je vais vous dire la vérité, moi la première, je suis déçue du résultat, ok. Je trouve qu'il y a une malédiction depuis quelques années avec les blondes à Miss France. Et vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui disent ah ouais, tu voulais que ce soit elle qui gagne, donc ça veut dire que t'es raciste, que ce soit elle qui ait gagné, donc t'es raciste. Non, c'est pas être raciste. Ça veut dire qu'en fait, enfin, je pourrais dire que pareil, le comité Miss France ou les personnes qui votent pour ceux qui votent, en tout cas, sont racistes des blondes alors, parce que en fait, pour moi, le racisme, ce n'est pas juste être raciste parce que t'es métisse ou non. Raciste, bah tu peux être raciste des blancs, tu peux être raciste des blondes, des yeux clairs, bref. Je trouve que ça fait quelques années qu'il y a une malédiction au niveau des blondes, qu'on a de très 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 belles blondes qui finissent dans le top 5, très souvent première dauphine. On peut parler de Lou Ruya, hein, il y a eu April, il y a eu également, bref, j'ai pas tous les noms, mais des meufs incroyables, trop belles. Cette année, je suis désolée, moi j'étais pour Côte d'Azur, mais à 2000%, bien avant qu'il y ait le Prime, hein, j'étais pour elle depuis qu'elle a été élue Miss Côte d'Azur. Pour moi, c'est une des plus belles Miss Côte d'Azur qu'il y a eu, une des plus belles blondes que j'ai vues à Miss France. La meuf, elle avait un corps de femme, un visage de poupée, des cheveux parfaits, enfin bref. Noémie Mabelleux, connue pour sa franchise, a choqué les réseaux sociaux en réagissant à Cassandra. La jeune maman n'a pas mâché ses mots en découvrant ce que Cassandra a dit, notamment ce qu'elle considère comme une malédiction pour les blondes. Dans sa story, Noémie exprime un choc face aux propos de Cassandra. Elle dit « Comment peut-on être raciste des blondes ou des blondes ?» Je pense qu'elle voulait dire des yeux clairs. Cette remarque a rapidement provoqué un vif émoi parmi les abonnés et Noémie, toujours aussi directe, a dit « Je sais pas, allez vous instruire à un moment donné. On appelle ça la discrimination tout au plus. » Et oui, parce que bon, de racisme envers les blonds, ça n'existe pas. Noémie a ensuite abordé la question du racisme en répondant à une internaute. Elle dit « Désolé, mais le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Le racisme est une idéologie, c'est le fruit d'une histoire de domination raciale. » Une déclaration qui a alimenté un débat car elle a rappelé que selon elle, le racisme est une question d'histoire et de pouvoir. Et en gros, les tensions autour de Cassandra ne cessent de s'intensifier, encore plus avec cette prise de parole. Et on voit que Cass est vraiment sur toutes les bouches, qu'elle fait parler absolument tout le monde et que on voit que on est sur une candidate de télé qui est extrêmement controversée. Alors, je vais pas dire que le racisme anti-blanc n'existe pas, mais je pense aussi effectivement qu'on peut parler plus de discrimination parce que si on parle de racisme pur et dur, on est vraiment, d'après ce qu'on apprend à l'école, sur une histoire, sur effectivement, j'allais dire une discrimination, mais non, c'est tout simplement du racisme, il n'y a pas d'autre mot, mais c'est vraiment une histoire d'histoire justement, de pouvoir, etc., etc. Et je pense qu'il faut un petit peu être éduqué sur le sujet. C'est mon avis. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sans m'insulter. Je vous laisse regarder Noémie. Je viens de tomber sur une story incroyable. Comment on peut être raciste des blondes ou des blonds? Des gens qui ont des yeux bleus. Je sais pas, allez vous instruire à un moment donné. Putain. On appelle ça de la discrimination tout au plus. Même racisme, maintenant, vous allez prendre ça aussi pour vous. Oh. Je termine le cœur actu avec Marois qui parle de Rim, qui parle de Vincent et une réconciliation dans le couple. C'est parti mon kiki. La vie sentimentale de Marois et Vincent fait couler beaucoup d'encre depuis quelques mois maintenant. Après une rupture houleuse et des rumeurs persistantes, l'ombre de Rim continue de planer. Chez Dr Lolo, Marois est revenu sur tout ça. Après la séparation, Vincent avait clairement indiqué vouloir couper les ponts avec Rim, sauf en ce qui concerne son rôle de parent, et cette décision avait marqué
marqué avait marqué le fait de vouloir tourner définitivement la page et se concentrer avec Marwa si c'était possible. Marwa a parlé de ça et elle a dit que Rim aurait encouragé Vincent à refaire sa vie, mais que c'est très étrange parce que du coup, elle n'a jamais accepté Marwa. Je cite, « C'est plus une question d'ego, elle ne s'attendait peut-être pas à ce que ça se passe si vite au même endroit où elle l'a rencontré. Moi, je n'ai jamais voulu prendre la place de leur maman parce que des mamans, on n'en a qu'une. Ce n'est pas de la jalousie parce qu'elle n'a rien à m'envier que moi, j'ai rien à lui envier. » Marwa explique que sa relation avec Vincent s'était construite très rapidement, notamment après leur rencontre dans la villa. Elle se rapproche de Vincent, elle s'installe à Bali, elle y a passé 3 mois et elle dit que leur histoire était intense. Cependant, cette rapidité aurait aussi alimenté les tensions avec Rim. Et malgré les tensions, Marwa a insisté sur son désir d'apaiser la situation sans chercher à alimenter de nouveaux conflits. On est sur une affaire qui parle d'ego, d'amour, de reconstruction personnelle et le futur, à ce moment, restait incertain. Écoutez. Elle l'a encouragé à refaire sa vie, à rencontrer quelqu'un, et pas que dans le patio, même dans la vraie vie. Et je comprends pas pourquoi, jusqu'à maintenant, pour moi, c'est pas de la jalousie parce qu'elle n'a absolument rien à m'envier comme j'ai absolument rien à lui envier. Pour moi, c'est plus, je pense, une question d'ego. Et je pense que peut-être qu'elle s'attendait pas à ce que ça se passe peut-être aussi vite et au même endroit où elle l'a rencontré lui. Enfin, il y a plein de choses, tu vois, qui font que moi, en fait, je me mets tout le temps à sa place. La vérité, je me mets à sa place. Il y a des choses sur lesquelles moi aussi je suis pas d'accord comment moi j'ai pu faire. Il y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord de comment elle a pu faire. Mais c'est vrai qu'avec bien du d'avoir recul, l'intelligence de. J'essaye de me mettre tout le temps à la place de son ex-femme et je me dis comment est-ce que moi j'aurais réagi, comment est-ce que moi j'aurais fait, comment est-ce que moi j'aurais réagi et tout parce que en 5 mois ça s'est fait super vite quand même. En vrai, on s'est rencontrés dans la ville des cœurs brisés. Je suis restée 1 mois avec lui à Bali. Je suis rentrée 1 mois vers ma famille, mais je suis retournée directement à Bali. Je suis restée à Bali limite 3 mois sur 6, quoi. Après, on avait nos va-et-vient parce qu'on avait nos tournages, etc. Mais je comprends pas et c'est toujours un gros mystère pour moi parce que moi, j'aurais aimé que ça se passe bien et j'aurais aimé qu'on se rencontre, j'aurais aimé qu'on puisse discuter, qu'on puisse échanger. Vous avez jamais eu ce moment-là ? Non. Ensuite, la relation complexe de Marwa et de Vincent continue d'intriguer. On est sur un amour intense, des défis personnels et des ajustements dans la dynamique de couple. Marwa a précisé sa situation avec Vincent chez Laura Lempicka. Elle a dit « On n'est pas en break, mais on n'est pas ensemble ». C'est très étrange. Cette déclaration met en lumière une période de réflexion pour le couple. Marwa est à Paris, Vincent réside à Bali, mais Marwa a été ferme sur un point. En tout cas, il n'a pas intérêt à fréquenter d'autres personnes. Et elle non plus n'est pas censée le faire. En fait, il se laisse juste du temps, tout simplement. Marwa partage les difficultés rencontrées dans cette relation, comme la perte de sa propre identité. Elle dit « Je suis passée d'une femme célibataire depuis 6 ans à limite belle maman. Je ne prenais plus de temps pour moi, pour m'apprêter, pour sortir avec mes copines. Je suis passée de tout à rien. » Elle dit « Si c'est la vie que tu as à m'offrir à partir de janvier, moi je la prends pas. » Et c'est donc pour ça qu'il y a eu cette situation-ci. Les paroles de Marwa traduisent un besoin de redéfinir sa place dans la relation. Malgré tout, elle nuance ses propos. Elle dit qu'elle est très attachée à Vincent et aux 2 filles. Et elle réaffirme l'importance de trouver un équilibre personnel. Elle dit que la suite, ça les concerne eux et que ça les regarde que eux. Une phrase qui témoigne aujourd'hui du fait de vouloir protéger son intimité tout en laissant la possibilité d'entrevoir un nouveau départ. Je vous laisse regarder. On n'est pas en break, mais on n'est pas ensemble. Je saurais pas comment t'expliquer ça. Aujourd'hui, je pense que moi, je me suis beaucoup oubliée dans ma relation. Je me suis beaucoup effacée et je suis quand même passée d'une femme célibataire depuis 6 ans à limite une belle maman, je dis vraiment entre guillemets parce qu'on n'est pas mariés. J'en ai eu un ras-le-bol. En fait, j'ai pété un plomb et je lui ai dit clairement, franchement, on se fâchait. Je lui disais franchement, si c'est la vie que t'as à m'offrir à partir de janvier, moi je la prends pas. Alors, je préférerais rester chez moi à Paris où moi je suis bien. Je suis pas en train de souffrir ni rien, mais ça n'empêche que je sais qu'on s'aime tous les deux. Enfin, après cette séparation, il semblerait qu'ils aient franchi un nouveau cap. Les récentes apparitions publiques du couple relancent les spéculations. Selon Aquababe, qui a partagé plusieurs clichés, il y aurait une reprise de contact entre les deux. On a eu une vidéo. Marwa et Vincent apparaissent côte à côte, ils font la queue pour entrer dans un restaurant. Leur proximité et leurs échanges complices laissent penser que leur relation a pris une tournure plus apaisée. Je vous laisse regarder dans un instant. On a également une photo à la Vallée Village, un lieu prisé pour le shopping, où ils
sont capturés ensemble manifestant une entente visible. On a ces moments qui ont été partagés publiquement qui sont pas passés inaperçus auprès des fans qui y voient un signe encourageant d'un éventuel retour de flamme. Les admirateurs de Marois et de Vincent se réjouissent de cette réconciliation apparente, cependant beaucoup espèrent que cette nouvelle tentative sera différente, marquée par une meilleure communication. On n'a aucune déclaration officielle qui a été faite et ces apparitions témoignent d'une volonté de se donner une nouvelle chance. Une chose est claire, la complicité entre Marois et Vincent est présente et leur avenir s'annonce tout aussi passionnant qu'imprévisible. Regardez. Alors pour réagir à tout ça, déjà je vous l'avais dit la semaine dernière que c'était sûr que si Vincent allait à Paris, ils allaient forcément se voir et essayer de faire en sorte de recoller les morceaux ou au moins d'avoir une discussion et tout ça. Honnêtement, j'ai trouvé l'interview de Marois chez Laura très intéressante. Je vous invite vraiment à la regarder si jamais vous voulez en apprendre plus sur sa relation avec Vincent, comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, comment est-ce qu'ils ont fait les choses, etc., etc. Je pense aussi que s'ils décident de se remettre ensemble, les deux, il faudra vraiment faire attention à tout ce qui va être côté médiatique, parce que là, je pense que ce qui a un petit peu plombé leur couple, c'est toutes les comparaisons Rim-Marois, mais également toute la surmédiatisation de leur relation. J'espère donc pour eux qu'ils arriveront à bien s'entendre, même si visiblement, Vincent a l'air d'avoir un petit caractère qu'on peut découvrir dans The Cerveau et dans les dessous du tournage dont je vous ai parlé la semaine dernière. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour le Cœur Actu. Cette semaine, on va passer aux 3 gros dossiers de la semaine. Sacha balance tout sur Emma, mais Emma rétorque avec des photos de blessures. Cassandra et Simon, la séparation, je vous raconte tout ce que j'ai trouvé. Et évidemment, Melanite update, on porte plainte contre elle, elle n'a plus de maison, elle n'a plus d'argent, elle est menacée, bref, que de cette semaine. Avant d'entrer dans les gros dossiers, si vous êtes toujours là, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Je vous retrouve dans un instant après le jingle. C'est parti, jingle! Pour les gros dossiers, cette semaine, je commence avec Sacha qui a absolument tout balancé sur Emma. Dans une vidéo de 28 minutes, Sacha, un des candidats D50, a décidé de répondre aux graves accusations qui ont été lancées par son ex-femme en instance de divorce, Emma Ketman, après leur rupture douloureuse. Cette vidéo, publiée sur TikTok, a permis à Sacha de rétablir sa version des faits et d'exprimer son ressenti face aux attaques publiques dont il se dit victime. Rappelez-vous, en septembre, Emma avait choqué tout le monde en annonçant leur rupture, en disant que Sacha l'avait trompée et l'avait quittée de manière brutale, sans explication. Dans une émission Aja de Samzira, Emma avait révélé des manipulations financières de la part de Sacha, lui reprochant de ne pas avoir remboursé une somme qu'elle lui avait prêtée pour un projet. Donc on avait quand même pas mal d'accusations qui ont terni l'image de Sacha, qui jusqu'à ce moment était très discret par rapport à tout ça. Aujourd'hui, il prend la parole pour rétablir la vérité à sa manière. Il exprime sa frustration d'avoir dû se justifier publiquement après plusieurs mois de silence, mais il le fait quand même. Il affirme qu'Emma l'a attaqué de manière répétée, notamment chez Samzira, et elle aurait propagé de la haine à son encontre, c'est sa version des choses. Il admet que l'interview de Sam lui a permis de gagner des abonnés, mais il dit qu'il en est épuisé et que tout ceci affecte sa famille. Par rapport à l'accusation d'argent, Sacha confirme avoir reçu 2500 € d'Emma et il dit qu'il remboursera la somme. Je vous rappelle que Emma, de son côté, avait parlé de 10, 15, 20 000 €, je ne sais plus. Il parle aussi d'un épisode où Emma serait venue chercher ses affaires en cachette sans le prévenir et il déplore également qu'elle ait pris une console qu'il avait achetée avec l'argent de ses grands-parents. Très matérialiste. Sacha défend son intégrité, il affirme qu'il n'a jamais trompé Emma, contrairement à ce qu'elle dit. Il reconnaît avoir frappé dans un mur lors d'un moment de grande détresse émotionnelle, mais il dit que ça ne doit pas être interprété comme un acte de violence. Selon lui, cette action résultait d'un profond désespoir face à la rupture de leur situation et de leur relation. Mais il lui avait quand même dit « Regarde ce que tu me fais faire », donc manipulation totale. Il revient aussi sur les accusations concernant des femmes qu'il aurait amenées à la maison pendant leur mariage. Il dit que ces soirées impliquaient des hommes et que l'alcool avait joué un rôle là-dedans, mais c'est tout ce qu'il dit. Sacha conclut sur le fait qu'il n'a jamais voulu que cette histoire devienne un spectacle. Il déplore que la situation ait été portée à l'attention du grand public, notamment via les réseaux sociaux, où l'image des gens peut facilement être manipulée. Il demande à ses abonnés de ne pas juger une situation uniquement à travers ce qu'ils voient sur internet et une seule version. Pour le coup, c'est vrai. Généralement, on attend d'avoir les deux versions avant de se faire un avis. Sacha affirme qu'Emma restera une partie importante de sa vie, malgré tout ce qui a pu se passer entre eux. Et il conclut en souhaitant pouvoir tourner la page et se concentrer vers l'aspect
positif des choses. Alors cette réponse de Sacha a relancé les tensions autour de cette rupture et cette histoire allait continuer de faire parler. Évidemment, il y a eu beaucoup de réponses. On est sur une situation qui met en lumière les effets dévastateurs de la télé-réalité sur la vie privée des personnes, surtout quand elles sont mises en avant. Avant de vous donner l'update que j'ai vu, on a fait un react sur ma chaîne Twitch et donc sur Rudy Koppel replay sur YouTube de cette vidéo. J'ai dû arrêter le react parce que la manière dont Sacha parle, la manière dont Sacha se pose dans cette interview, la manière dont il essaye d'apporter sa version des faits m'a beaucoup dérangé. J'avais l'impression d'être en face d'une personne qui essaye de manipuler son audience. La plupart des gens ont été d'accord avec moi et du coup personnellement, pour avoir déjà été confronté à ce type de personnes dans le passé, c'est quelque chose qui me trigger, c'est quelque chose que je ne voulais pas continuer de regarder en live, donc j'ai arrêté le live. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'étais pas professionnel, mais je l'ai fait surtout pour me préserver et je vais vous laisser regarder un moment, mais si jamais vous avez déjà été en face de ce profil de personne, je pense que ça sera très clair et limpide. Je vous laisse regarder 1 ou 2 minutes, pas plus. Je peux pas continuer de me laisser salir comme ça en public encore et encore. Alors à la base, je prenais pas la parole parce que c'était pour la protéger elle, et aussi parce qu'il y a des choses qui sont pas censées se régler en public. Il y a des couples qui se quittent tous les jours, qu'ils soient connus ou pas, et qui ne font pas des affaires d'État comme ça. De là à essayer de détruire l'autre ouvertement, sachant qu'en plus, elle sait très bien que ça touche ma famille, ça me touche moi beaucoup, mais à la limite ça c'est son but, mais ça touche ma famille. Il y a plusieurs répétitions, je lui ai déjà demandé, même ma famille lui envoie des messages pour lui demander d'arrêter, parce que ça les atteint, ma sœur, ma mère, et je veux pas ça. En tout cas, pour tous ceux qui ont suivi ça de loin, vous savez que depuis août, j'ai essayé de prendre au minimum la parole, parce que je voulais pas, encore une fois, c'est pas dans ma façon de faire. Là, j'ai plus le choix, donc me voici. Je suis vraiment triste d'en arriver là, mais il y a trop de choses, trop déplacées, désobligeantes et même diffamatoires qui ont été dites à mon égard il y a un peu plus d'une semaine, et à répétition en réalité. J'ai pas envie d'en arriver sur un truc juridique, en tout cas pas pour l'instant, parce que je pense qu'on est 2 adultes qui peuvent se comprendre et enfin arrêter tout ça. Mais s'il faut, malheureusement, je dirais, mais c'est vraiment pas mon but. Donc je vais essayer de vous raconter ma version de l'histoire. Je vais essayer d'être court. Ça, pour ceux qui me suivent et qui aiment bien ce que je fais, vous savez que c'est pas mon fort. Donc je vais essayer d'être le plus concis possible. Mais récemment, Aquababe a posté des vidéos exclusives d'Emma dans lesquelles elle accuse Sacha de violences physiques et psychologiques. Dans ces vidéos, Emma montre des marques de coups sur sa jambe. Elle raconte un épisode marquant où Sacha aurait coupé l'électricité de leur maison pour l'empêcher d'utiliser un ventilateur dans sa chambre, une situation qui l'a laissée dans un état de panique. Emma se filmait en larmes, elle exprimait sa souffrance et il y a une vidéo. Mais elle se contente pas de décrire des faits isolés. Elle évoque l'emprise qu'elle aurait subie de la part de Sacha, le qualifiant de manipulateur. Elle reconnaît avoir eu des comportements problématiques, notamment des crises d'hystérie qui, selon elle, l'ont amenée à se faire du mal. Cependant, elle insiste sur le fait que les violences qu'elle aurait subies étaient bien réelles et auraient marqué profondément la relation. Emma revient aussi sur un épisode où une plainte pour violence avait été déposée contre Sacha sous l'influence de l'alcool. Elle dit qu'elle a plaidé en sa faveur à l'époque, mais qu'aujourd'hui elle se sent dans l'obligation de révéler sa version des faits. C'est avec cette volonté de vouloir libérer la parole qu'elle juge d'ailleurs, cette relation qu'elle juge toxique, qu'Emma met en lumière ce qu'elle considère comme des abus. Sacha aurait réagi à tout ça en menaçant Aquababe, je vais vous laisser écouter dans un instant, de poursuites judiciaires pour avoir publié les témoignages. En parallèle, on a des témoignages qui ont été recueillis également, affirmant que la violence dans leur relation était réciproque. Selon tout ça, Sacha aurait été victime de violences de la part d'Emma également. Une personne de l'entourage de Sacha raconte avoir dû venir en aide à celui-ci après un incident où Emma l'aurait griffé et l'aurait frappé. Il est crucial de souligner que la violence dans une relation, qu'elle soit physique ou psychologique, ne doit pas être banalisée. Quelle que soit l'ampleur de la situation, les violences laissent des traces profondes chez les victimes et il est essentiel que les témoignages, aussi difficiles qu'ils soient entendus. Emma, malgré sa souffrance, continue de défendre sa version des faits. Elle souligne qu'elle ne se laissera pas faire et que son objectif est de faire comprendre à tout le monde ce qu'elle a vécu. On est donc sur une situation qui reste évidemment complexe et il semble que la vérité sur ce qui s'est réellement passé ne soit pas aussi claire qu'elle n'en paraît, ne soit pas aussi claire qu'une version
ou que l'autre. Dans tous les cas, je le rappelle, la violence conjugale, qu'elle soit physique, psychologique, émotionnelle, doit être prise au sérieux. Les victimes doivent se sentir soutenues et encouragées à en parler et surtout à faire en sorte que les choses aillent mieux. Je vous invite à contacter le 3919 si vous êtes victime de violences conjugales ou témoin de victimes de violences conjugales. Je vous laisse écouter la vidéo et l'audio qui ont été envoyés à Aquababe de la part d'Emma. C'est assez chaud, donc je vous laisse écouter ça. Non mais c'est une dinguerie. Déjà, par rapport à ces vidéos, par rapport à là, comment il s'exprime, en fait, ça me touche pas parce que comme je t'ai dit, Dieu connaît la vérité. Tu vois, et c'est le plus important que j'ai la santé, je suis bien entourée et je sais la réalité des choses. Maintenant, après, voilà, c'est le jeu, on est public, chacun donne sa version, tout le monde a le droit et tout. Par contre, partons du principe que faut pas oublier. Et il en parle dans l'une des vidéos de Samzira. Il avait fait Samzira, c'était quand? Début d'année de cette année. Et il l'a dit lui-même. Hein. Tu t'en souviens, j'avais plaidé en sa faveur parce que son ex avait porté plainte contre lui, contre alcool et violence. Je l'ai sauvé de la prison. Et il ose dire oui, moi je suis pas violente alors que toutes ses ex dit qu'il est malsain. Enfin, non en fait. Ce qui m'embête dans sa vidéo, c'est qu'il fait vraiment le miskin. Il s'assoit sur un canapé, il a préparé sa vidéo pendant une semaine. Il est habillé en jogging comme s'il sortait plus de chez lui alors qu'on sait très bien qu'il sort H24. La mise en scène, c'est vraiment une mise en scène, c'est un manipulateur vraiment. Et que, en gros, au lieu de faire une vidéo où tu dis vraiment la vérité, ou par exemple, tu vois, par exemple, moi, bon, c'est pas une excuse, je suis hyper sensible, sauf qu'il raconte pas pourquoi je lui jetais la bague à la gueule. D'ailleurs, il l'a pas dit. Je lui jetais la bague à la gueule à cause de quoi? À cause de qui en fait? À cause de son comportement, à cause de ses tromperies, à cause de ses trucs, ses réactions cheloues. Sauf que moi, dans mes anciennes relations, j'ai jamais fait ça, tu vois. D'un moment, faut arrêter. Il y a alors déjà une copine d'une de ses ex de Clermont-Ferrand qui m'a dit vraiment je te soutiens à 100%, on le connaît, enfin on en a marre que cette personne elle se crée toujours une image alors que il est toxique. Ce que j'ai capté, il prend des mots pour le retourner contre moi. Ce qui est problématique quand il parle en fait, c'est que au lieu de je t'ai donné les vidéos brutes. Je filme, faut savoir que moi j'ai pas le vice, je filme jamais des scènes et tout. Sauf que là, je sais pas, c'est comme si c'était mon intuition. Je me suis dit, ok Emma, là faut te protéger. Mais j'étais encore amoureuse. En fait, c'est comme si j'étais sous l'emprise de tout, et que en fait finalement, même mes réactions et tout, je pouvais en vouloir qu'à moi-même parce que, enfin, je suis trop conne. Tu vois, il y avait trop de signes. Il m'avait déjà trompée, il avait déjà frappé dans un mur. J'avais plaidé en sa faveur, je t'ai dit, contre violence et alcool une semaine après mon mariage. Mais ça, il le dit pas dans sa vidéo, tu vois. Si encore il disait la vérité, s'il était un peu humble et qu'il disait, bon, voilà, on n'aurait pas dû exposer ça en privé, en public, pardon. Je dis n'importe quoi, je suis malade, j'ai chaud. Et j'ai plus de voix. Mais si, tu vois, dans sa vidéo, il expliquait les réels faits et ses torts. Pourquoi ça s'est déroulé comme ça et tout. Là, il justifie. On dirait que ces actes, comme si, pardonnez-moi, mais c'est dur, vous comprenez, c'est un harcèlement et tout. Mais en fait, toi, à ce moment-là, quand t'as fait ces actions, tu savais que ça allait avoir des répercussions, que ce soit dans le privé ou n'importe. T'avais pas de peine pour ma famille. Il parle de sa famille et tout. Tu crois que vraiment que c'était mon intention? Je suis pas dans les dramas ou des trucs comme ça. D'ailleurs, ça me porte préjudice parce que les marques avec qui je collabore n'aiment pas ça. Sauf qu'au bout d'un moment, trop, c'est vraiment chier sur les gens, entre l'argent. Pareil, il dit, je lui dois que 2500 €. Bah, tiens-toi prêt parce que là, j'ai demandé à mon agence de m'envoyer la facture et comme quoi il a vraiment reçu ce montant-là et tout. Et c'est pas 2500. Et à chaque fois, il a dit, oui, je vais rembourser mon cul. Il dit ça juste pour la vidéo et tout. Ce qui est encore une fois problématique, c'est que je le connais par cœur. Pourquoi il a fait ces vidéos-là? Déjà, il s'est dit coûte que coûte, je vais essayer de racheter mon image. Pourtant, il sait que j'ai des preuves. Et puis en plus de ça, il l'a fait en 3 parties et tout, pensant que ça allait faire des millions de vues et se faire de l'argent sur les réseaux. Il est 3h50 du matin, 4h du matin. Ce mec est complètement malade en fait, ce mec est complètement malade.
Il m'a laissée toute seule depuis 5 heures. Je veux juste de la tranquillité. J'ai fermé la porte à clé de la chambre pour pouvoir dormir. Je sais pas s'il est bourré ou pas, comme d'habitude. Je veux qu'il dorme sur le canapé. Non, il préfère me faire chier, comme d'habitude. Comme d'habitude, il veut tout le temps. Il veut tout le temps me filmer, voilà, parce qu'il a peur que je porte plainte, comme d'habitude. Et qu'il veut toujours me mettre en porte-à-faux, voilà. Je viens de me rendre compte d'un truc. Il m'a vraiment coupé l'électricité. Pour pas que ça marche, pour m'enlever mon ventilateur. Putain. Mon volet était fermé pour que je puisse dormir. Il a tout fait pour pas que je dorme, donc je dois remettre mon volet. Sérieusement. Lui, il s'est fermé tous ses volets. Voilà. On a quand même coupé l'électricité, c'est subtif. Il m'a coupé l'électricité. J'ai plus de ventilateur. Je suis choquée. Putain. J'arrive même pas à croire que je dois filmer, sérieusement. J'arrive même pas à croire que je dois filmer maintenant, putain de merde. Même mes ex qui étaient mauvais avec moi, jamais on a eu ce genre de choses. Gros dossier, court, rupture, Cassandra, Simon, vous vouliez qu'on en parle, c'est un coup de tonnerre dans le monde de la télé-réalité. Le couple semblait enfin être stable, Cassandra a malheureusement annoncé sa rupture définitive avec Simon. Une séparation aussi soudaine que douloureuse qui marque un nouveau tournant dans la vie de ces deux figures de télé-réalité. Tout semblait pourtant sourire à Cass et Simon. Après avoir surmonté de nombreuses épreuves, ils avaient retrouvé une certaine harmonie, leur avenir paraissait radieux, ils voulaient fonder une famille, ils voulaient se marier, ils voulaient aller en Laponie et se fiancer. Cependant, cette belle histoire, bam, elle est finie. Dans la nuit du 19 au 20 décembre 2024, Cassandra Julia poste des stories. Elle partage la nouvelle déchirante de leur séparation, ce qui marque un point final à leur relation. Dans un message, elle dit « Avec Simon, c'est terminé, vous aviez raison, notre couple n'a pas tenu. » Refusant d'entrer dans les détails, elle a toutefois insisté sur son envie de se reconstruire loin de la tourmente médiatique. De leur côté, les internautes ont vite remarqué qu'ils s'étaient une follow des réseaux sociaux et qu'ils avaient supprimé toutes les photos de leur couple. Selon Aquababe, cette séparation ne serait pas liée à une infidélité, mais à un comportement irrespectueux de Simon envers Cassandra. Elle aurait dit que elle veut quitter la table dès que le respect n'y est pas servi, mais c'est une décision qui n'aurait pas été sans douleur. Cassandra confie ses regrets, notamment après avoir appris que Simon avait passé la soirée en boîte juste après leur dispute. Elle dit « Je souffre d'être partie, je n'avais pas de choix, je suis dans un tel état de choc, je ne veux plus d'homme dans ma vie. » Cassandra a décidé de quitter temporairement les réseaux sociaux pour se recentrer sur elle-même. Bon, elle est vite revenue avec des stories, mais des stories qui la concernent elle et qui ne concernent pas cette relation terminée. La séparation semble définitive et les fans s'interrogent sur la possibilité d'un retour comme cela s'est produit dans le passé. Cassandra semble déterminée à prendre du recul. On est sur une rupture loin d'être anodine et qui souligne une fois de plus les difficultés à maintenir une relation. Je vous laisse écouter ma magnifique voix qui vous lit les stories en voix off. Cassandra disait donc en story « Avec Simon, c'est terminé. Je ne rentrerai dans aucun détail. Merci de me laisser vivre ma vie maintenant et me reconstruire. Oui, vous aviez tous eu raison de nous. Le couple n'a pas duré en effet, malgré mon investissement et y avoir cru. J'ai très mal, très mal. Pas facile juste avant Noël, juste avant le voyage de mes rêves que j'ai organisé. Plus tu as aimé et plus tu t'es investi, plus ça fait mal. Cette relation était vraiment ce qui comptait le plus à mes yeux. J'étais moi-même. Je suis en état de choc et je vous demande de ne rien m'envoyer. Je vais quitter les réseaux quelque temps, j'ai besoin de beaucoup d'amour et de temps. C'est ma période préférée, je ne sais même pas si je vais avoir le courage de fêter Noël. Quittons la table quand le respect n'y est plus servi. Merci. Elle finit par dire
J'ai pas les mots de la douleur que j'ai en moi. J'ai aimé Simon plus que n'importe qui. J'y ai cru et pour tout vous dire, on avait de vrais projets qui allaient aboutir. C'est un échec pour moi. Je souffre d'être parti. J'avais pas le choix. Mais je souffre encore plus de voir que 2 heures après avoir fermé la porte de son appartement, il est déjà en boîte de nuit. Voir que je n'ai finalement pas tant compté que ça me brise le cœur. Je suis quelqu'un qui a souffert dans le passé, alors je souffre de me dire qu'il y a 1 heure j'étais avec et que là il est déjà avec un autre peut-être. Je ne suis pas les autres moi, je ne divulguerai jamais les raisons de mon départ, lui le sait, les proches le savent, et le reste des réseaux etc. Pour moi ça ne veut rien dire et ça détruit des vies. Le karma s'occupe de tout et je ne détruirai personne. Je suis dans un tel état de choc, une telle tristesse que j'ai du mal à respirer. Il était mon évidence, ma safe place, celui à qui j'allais dire oui. Il est devenu mon cauchemar. Je ne veux plus d'homme dans ma vie. J'ai 26 ans et je mérite du respect, de l'amour sain. Apparemment, ça n'existe plus. Je vais couper mes réseaux, le temps de réparer mon cœur et de préserver mes proches. On est sur une rupture donc qui fait énormément parler parce que malheureusement je vois beaucoup de gens qui disent que, qui se réjouissent en fait de cette rupture. Alors perso, Simon a beau m'avoir insulté et menacé et etc. Je ne suis pas quelqu'un qui va me réjouir du malheur des autres. On est sur une rupture, c'est quelque chose qui est douloureux dans un cas comme dans l'autre, même s'il y a une personne qui a fauté ou peu importe, une rupture reste douloureuse et j'ai pas envie de me réjouir de ça. Donc j'envoie mon soutien à Cassandra pour cette rupture qui, une fois de plus, va abîmer son cœur, je pense. J'espère qu'elle prendra enfin le temps de se reconstruire avant de vouloir construire autre chose, une nouvelle relation, parce que malheureusement, j'ai peur qu'elle se lance une fois de plus tête baissée dans une nouvelle relation et que, en fait, elle ne prenne pas le temps de se soigner. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça. Elle avait aussi prévu un voyage en Laponie avec Simon, un voyage qui la faisait tant rêver, qui du coup, pour le moment, est annulé s'ils ne se remettent pas ensemble et je pense que c'est quelque chose qui la peine beaucoup. J'ai voulu personnellement lui envoyer mon soutien en lui disant un truc du style je sais que tu m'aimes pas mais une rupture c'est toujours douloureux donc je te soutiens. Et elle m'a répondu, donc elle m'a remercié et j'espère sincèrement qu'elle prendra enfin le temps de se concentrer sur elle-même parce que moi je l'ai toujours dit, je pense pas que Cassandra elle a un mauvais fond, je pense qu'elle est beaucoup c'est quelqu'un qui est à vif, c'est quelqu'un qui est à fleur de peau, c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour se recentrer sur elle-même. Donc j'espère qu'elle le prendra enfin et si elle entend ces mots, j'espère vraiment qu'elle le fera. Contre toute attente, ce samedi matin, Simon Castaldi a également pris la parole sur ses réseaux sociaux. Donc je vous lis ce qu'il a dit. Ces derniers temps, je me pose énormément de questions sur qui je suis vraiment. J'ai souvent cherché à me construire autour de ce que je fais, autour de ce que je possède ou des objectifs que je me fixe. Mais aujourd'hui, je réalise que tout ça ne suffit pas. Je me rends compte que j'ai mis mon énergie dans des choses qui m'éloignaient de moi-même, qui, au fond, ne faisaient pas avancer la personne que j'essaye de devenir. Et dans ce processus, je sais que j'ai sûrement déçu des gens autour de moi, des personnes qui croyaient en moi, qui espéraient mieux de moi, ou qui voulaient me voir suivre des chemins plus alignés avec ce que je suis vraiment. C'est difficile à accepter, parce qu'au fond, je sais que je suis perdu en chemin, comme si je me piégeais moi-même. C'est étrange à dire, mais parfois, j'ai l'impression de m'accrocher à cette tourmente, à cette angoisse, presque comme si je cherchais à m'auto-détruire. Comme si, au lieu de me battre pour avancer, je m'installais dans ce chaos, incapable de vraiment lâcher prise. Je vois mes erreurs, je ressens mes limites, mais c'est comme si quelque chose en moi refusait d'avancer, de guérir ou même d'accepter le calme. Je perds goût à ce qui me faisait du bien, à ces moments simples qui m'apaisaient. Je me force à vivre, à avancer, mais avec cette angoisse constante, cette peur irrationnelle d'échouer ou de ne pas être assez. Et pourtant, je suis conscient de tout ça. Je sais que je dois me reprendre, mais cette bataille avec moi-même est la plus difficile que j'ai jamais menée. Merci à tous ceux qui continueront de croire en moi malgré mes errances. Je ne sais pas encore comment sortir de ce cercle, mais je veux avancer. Pas seulement pour moi, mais aussi pour toutes les personnes qui espèrent encore me voir et voir en moi quelque chose de mieux, quelque chose de vrai. Il finit par dire « Être le fils d'eux peut sembler une chance pour certains, mais pour moi c'est souvent un combat. Ce nom, Castaldi, c'est à la fois une fierté et un poids. On m'a souvent catalogué, étiqueté, mis dans une case, comme si tout ce que je faisais ou ce que j'étais était défini. Mais ce n'est pas moi. J'ai grandi dans des valeurs simples avec une famille qui m'a transmis bien plus que ce que l'on peut imaginer. Ma grand-mère, qui compte plus que tout pour moi, m'a toujours appris l'importance d'être humble, vrai et fidèle à soi-même. Ma mère s'est dévouée corps et âme pour nous élever avec ses principes. Et mon beau-père s'est battu pour que nous gardions les pieds sur terre. Ces racines sont mon pilier, même si parfois je me perds à vouloir correspondre à l'image que les gens ont de moi, à l'idée de ce qu'ils se font de ce nom. Et c'est ça qui me ronge, cette impression d'essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas, juste parce qu'on m'a catégorisé ainsi. On me juge souvent sur ce que l'on pense que je suis, mais rarement sur qui je suis vraiment. Derrière tout ça, il y a un gars qui doute, qui trébuche, qui essaye de se retrouver malgré les erreurs et les critiques.
Je ne suis pas parfait, je le sais, mais je suis bien plus que ce que les gens voient ou pensent. Alors, je travaille sur moi, petit à petit, pour m'éloigner de ces jugements et retrouver ce qui compte vraiment, mes valeurs, mes proches et la personne que je veux devenir. Je tiens à être clair, j'ai choisi cette vie médiatique en toute conscience. Personne ne m'a forcé à être là où je suis aujourd'hui. Et je sais que ce choix vient avec son lot de responsabilités, d'avantages, mais aussi d'inconvénients. Je ne suis pas là pour me plaindre ou pour chercher à faire pleurer dans les chaumières. Ce n'est pas mon intention. Si je m'exprime aujourd'hui, c'est simplement parce que j'ai besoin de poser ces mots sur ce que je ressens. Il y a des choses que je garde en moi depuis longtemps, des luttes internes qui ne sont pas toujours évidentes à vivre dans un monde où tout est amplifié, jugé et exposé. Je ne cherche pas à me dédouaner ou à m'excuser de quoi que ce soit. Je suis conscient des choix que j'ai faits et des conséquences qui en découlent. Mais en tant qu'être humain, avec mes forces et mes faiblesses, j'ai aussi besoin d'exprimer ce que j'ai sur le cœur. Pas pour attirer la compassion, mais pour être sincère avec vous, mais surtout avec moi-même. Je termine les gros dossiers avec le big gros dossier de la semaine qui est tout simplement Mela Knight. Alors là, on est sur un film Netflix, les amis, posez-vous, prenez-vous un café. L'affaire de Mela Knight, ancienne star de télé-réalité, continue d'alimenter les réseaux sociaux. Mise à la porte par son compagnon, elle traverse une période sombre, elle exprime son insécurité. Voici les détails, je vous raconte tout. Mela Knight, connue pour son tempérament explosif et son franc-parler, a récemment fait des révélations concernant son compagnon Enzo et sa prétendue infidélité. Cette liaison cachée serait avec Martika, une amie proche de Mela Knight et ancienne candidate. Après avoir remarqué les comportements étranges, Mela Knight avait fouillé le téléphone de son mec et elle avait trouvé des messages avec Martika qu'elle a affichés sur les réseaux sociaux. Elle avait dénoncé cette trahison comme un véritable coup de poignard. Elle était en larmes, mêlée à de la colère, quelque chose qui a ému tout le monde, moi y compris. Et on voit que les échanges auraient envisagé que Enzo quitte Mela Knight pour s'installer à Monaco avec Martika. Ouais, ça craint. Martika, elle a nié tout ça à travers des audios qu'elle a envoyés à Aquababe. Et Mela Knight, elle a dit « Comment ose-t-elle mentir alors qu'elle sait ce que ça me fait ?» Depuis tout ça, Mela Knight, elle vit un cauchemar. Elle a été mise à la porte par Enzo. Elle se retrouve sans domicile, sans repère, sans argent. Dans une vidéo sur TikTok, elle dit « Je n'ai plus rien, plus de maison, plus de mec, plus d'argent. Juste un crédit qui me plombe la vie. » Pire encore, elle dit qu'elle est sous une pression constante. Selon ce qu'elle dit, Enzo et Martika orchestreraient une campagne de diffamation à son encontre. Des discussions entre les deux auraient même été entendues dans lesquelles Enzo conseillerait Martika sur les mensonges à répandre pour j'arriverai pas à dire ce mot, pour enlever toute crédibilité à Mela Knight. Si c'est vrai, c'est dégueulasse. Elle parle aussi de menaces qui viennent de l'entourage d'Enzo. J'ai reçu des menaces, je suis terrorisée, ils veulent que je me taise, sinon ils me détruiront. Enzo aurait également mentionné l'intention de porter plainte. Mela Knight avoue qu'elle a perdu tout espoir. Ses messages sur les réseaux témoignent d'une détresse. Elle a lancé un appel à l'aide à ses abonnés pour qu'elle puisse se sentir soutenue. Elle dit « Ils veulent se venger, je ne sais pas comment je vais m'en sortir ». Évidemment, les soutiens affluent. Mela Knight semble sombrer chaque jour davantage dans une spirale de désespoir. Une chose est sûre, cette histoire empreinte de drame et de tension ne faisait que commencer. Je vous laisse écouter. Il n'a pas changé le code de la caméra et hier, il était au téléphone avec Martika. Et j'ai entendu la conversation et Sabri pourra t'envoyer parce qu'on a entendu où Enzo briefait Martika genre pour contre-attaquer contre moi en disant que je l'avais trompé, en disant que des choses fausses, qu'ils vont porter plainte contre moi pour diffamation, qu'ils vont m'enlever mon contrat de camp, que plein de trucs quoi. Là actuellement j'ai très très peur. J'ai hier vu l'engouement qui s'est passé sur les réseaux et il a demandé à Martika de faire passer comme quoi je l'ai trompé, sauf que ça fait depuis qu'on habite ensemble que je suis pas sortie, je sors pas. Trouve-moi avec qui à part la maison, le travail, le ceci, le cela, je sors pas, je vois personne. Donc j'aimerais bien savoir avec qui je l'ai trompé parce que c'est pas vrai. Donc là ils sont en train de préparer une machination contre moi pour se défendre et se dédouaner de ce que les deux ils m'ont fait. Je vais pas bien. J'ai plus de maison, j'ai plus de mec, j'ai plus de vie, j'ai plus d'oseille, j'ai un crédit sur le dos, j'ai quoi d'autre comme problème. Voilà, ils veulent tous porter plainte, c'est voilà quoi. Je suis à bout, je suis à bout. Mais je peux pas raconter ce que j'ai vu avec sa mère, je peux pas. Parce que si je raconte ce que j'ai vu avec sa mère, il va jamais me rembourser. Il va faire que des problèmes. Et j'ai trop peur en fait, parce que c'est trop grave. Lui et sa famille me font du chantage pour pas que je révèle tout ce que je sais avec ces histoires, avec un autre truc.
où il est censé signer un truc et tout compagnie, donc il veut pas que je le crame sur ça, il veut pas que je le crame sur sa mère, sinon ils vont se venger sur moi. J'ai reçu des menaces et tout compagnie, donc j'ai trop peur. J'ai peur. Ils vont se venger sur moi, je vais finir à la rue en fait. Ou avec des couteaux, ou planter avec des couteaux, j'ai reçu des menaces et tout compagnie, je peux pas, j'ai peur. Pourquoi je suis restée avec lui? Parce que je l'aimais, parce que je voulais pas partir sans mes sous, sans qu'il honore le crédit. Je couchais pas avec lui parce que ça m'a tellement choqué le truc de sa mère. Et en fait, vu que il y a une maison autour, il y a de l'argent, je l'aime, je l'aimais, je pouvais pas partir. Je suis pas aujourd'hui dans la possibilité financière de partir. Je pouvais pas partir. Melanite a également avoué par la suite qu'elle a été invitée sur Aja, le plateau de Samzira, parce qu'ils sont amis. Dans une vidéo, elle a confié ses appréhensions face à tout ça. Elle considère Sam comme un ami, elle souhaite lui accorder sa confiance, mais elle redoute l'intensité émotionnelle de l'échange. Elle dit qu'elle a peur d'avoir trop d'émotions, de repartir en crise d'hystérie, qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place, mais d'un autre côté, elle a envie de se venger. Les abonnés lui ont dit que la douleur est encore trop vive et que Melanite ne devrait pas agir sous le coup de l'émotion. Beaucoup l'encouragent à prendre du recul avant de se livrer sur un plateau et les questions qui pourraient aussi raviver les blessures posées par Sam. Elle a même laissé entendre qu'elle pourrait profiter de l'émission pour dévoiler de nouvelles informations et son intervention sur Aja aurait pu faire éclater de nouvelles révélations. Les spéculations n'arrêtaient pas de continuer. Ce qui est certain, c'est que son passage sur le plateau allait marquer un avant et un après. Je vous laisse écouter ce qu'elle avait dit. Les copains, vous l'avez demandé. Et mercredi, je vais faire le Aja de Samzira. J'ai peur parce que j'ai peur d'avoir trop d'émotions. J'ai peur de m'énerver, j'ai peur de repartir en crise d'hystérie face aux questions que vous vous posez et auxquelles je vous ai pas répondu. La vérité, vous auriez fait quoi à ma place? Parce que je suis tiraillée. En fait, je suis tellement triste que j'ai envie de me venger, j'ai envie de tout dire, tout ce que j'ai vu, tout ce qui s'est passé dans notre relation. J'ai envie de me venger. Enfin, moi, si je suis pas heureuse et si j'ai pas envie que lui soit heureux. Et d'un autre côté, je me dis, vas-y, le karma, Dieu va me venger, nanana, et tout compagnie. Et je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Parce que j'ai pas envie d'avoir une mauvaise image, j'ai pas envie qu'on se dise « Oh allez encore, ça y est, Mélanie, l'hystérique 2.0 ». J'ai envie de rester digne, j'ai envie de pas craquer. Mais c'est dur de pas craquer quand il arrive une histoire comme ça. Surtout que moi j'ai tout construit par rapport à lui. Et au final, je me retrouve une main devant, une main derrière. Je sais pas. Vous aurez fait quoi à ma place ? Alors apparemment, d'après mes petites informations, le Aja n'aurait pas été en live, justement pour ne pas que Melanite aille trop loin, pour que si jamais elle a besoin de respirer, si jamais il y a besoin de faire des cuts, etc., elle puisse le faire. Donc c'est quelque chose qui, je pense, est très bienveillant de la part de Samzira, même si d'autres personnes disent qu'il ne l'est pas. Moi, je suis toujours en mode, qu'est-ce qui se passe dans ce milieu et dans cette production ? Dans tous les cas, elle a fait pas mal de révélations sur Aja. Je vous laisserai aller regarder l'émission au complet. Cependant, je vous laisse évidemment écouter quelques minutes. En gros, elle dit quand même qu'elle regrette la manière dont elle a apporté les choses, mais qu'elle en avait gros sur la patate. Écoutez. Pour être très honnête, quand j'ai rencontré ce garçon, moi, tu vois, j'avais l'image de Melanite d'il y a 3 ans. Avec la télé-réalité, ça veut dire les boîtes de nuit, les soirées, les copines, nanana. Et c'était pas une image de femme stable avec qui on a envie de se poser. Et c'est la vérité, j'étais pas une fille avec qui tu as envie de te poser. Mais pour moi-même, parce que j'arrivais à la trentaine, et je me suis dit, ça y est, c'est temps pour moi, il faut que je me casse, il faut que je me pose, il faut que je devienne une femme capable. Donc j'ai arrêté les soirées, j'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté les copines, tout ce qu'il a voulu, j'ai fait. Je suis devenue, je me lève le matin, je me prépare, je vais au travail, je finis à 18-19 heures, je rentre à la maison, je prépare à manger, je suis avec mon copain, le week-end, ceci, cela. J'ai tout fait pour être une femme avec qui on a envie de se poser. Mais est-ce que c'est lui qui voulait te transformer ou c'est toi qui as voulu le faire par ta propre volonté? Nous deux, moi je voulais être avec quelqu'un, je voulais avoir une vie normale. Parce que malheureusement, avec la télé-réalité, l'image que les gens ont de nous, c'est pas stable comme vie. Alors que
je voulais une vie normale, quoi. Je voulais un mec, je voulais un chéri, je voulais vivre comme tout le monde. Avant de vous parler de Martika qui a réagi à tout ça, j'ai vu qu'il y avait pas mal de réactions. On a Sarah Frézou qui a exprimé son indignation et l'ingratitude de l'ex de Melanite. Pour elle, les actions d'Enzo ne méritent aucune justification. Aurélie D'Autremont a aussi saisi l'occasion, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, de tout ça pour raviver un tweet de 2015 dans lequel on voit une affaire similaire entre Martika et un ex d'Aurélie. Anaïs Camizuli a aussi parlé. Lors d'un live, elle exprime sa tristesse face à la situation de Melanite et elle lui envoie son soutien en privé. Elle a révélé qu'elle se méfiait de Martika depuis longtemps. Aneya, en revanche, s'en est prise directement à Martika en dénonçant son hypocrisie supposée. Et enfin, on a aussi Cindy Lopez qui est entrée dans la danse avec des révélations. Elle évoque des vacances de Martika et Dan à Bali et les rumeurs autour de leur séparation. Elle dit « Dire que Martika vole les maris, c'est chaud, mais bon, les faits sont là et chacun jugera ». On a également Julia Paredes qui a dit « Ce n'est plus mon ami » et donc elle a partagé son jugement. Elle a dit « Je pense que c'est une mauvaise personne et pas que par rapport à ça, mais ça ne m'étonne pas. Ce n'est plus mon ami, j'y voyais clair dans son jeu depuis un moment. » Donc vous voyez, on a énormément de personnes qui réagissent, Sarah Frézou, Anaïs, Aneya, Cindy Lopez, Julia Paredes, et ces propos viennent ajouter de l'huile sur le feu par rapport à cette affaire qui est déjà marquée par pas mal de tensions et d'accusations. Et en fait, il y a tout le monde qui se positionne du côté de Melanite. Et donc Martika, elle se retrouve seule dans cette situation. Et enfin, alors que cette affaire était en train de continuer de défrayer la chronique, Melanite reprend la parole le 19 décembre dans une vidéo TikTok. Cette fois-ci, elle dévoile une nouvelle dimension de la polémique avec des accusations. D'un ton visiblement beaucoup plus offensif qu'avant, Melanite débute son message en disant « J'ai assez pleuré, je vais rentrer dans ma phase énervée, l'être humain est mauvais et dangereux ». Elle révèle ensuite une situation qu'elle qualifie de scandaleuse, elle est dévastée par la perte de son couple et en fait, elle apprend que Martika cherche à déposer plainte contre elle. Je cite « Après avoir pris ma maison, ma vie, mon mec et surtout s'être servi de l'argent que mon ex me doit pour kiffer à Monaco, hier je reçois une mise en demeure et elle a porté plainte contre moi. Elle dit elle veut quoi, un rein, un organe, ma vie c'est bon, elle l'a déjà pris, pour gagner quoi, des dommages et intérêts. Melanite est en colère, elle a tenu à rappeler qu'elle n'est pas démunie face à tout ça, que elle aussi elle a des avocats et que évidemment elle ne compte pas se laisser faire. Cette nouvelle révélation marque un tournant dans cette affaire déjà explosive depuis plus d'une semaine. Melanite est à bout et elle semble bien décidée à ne pas se laisser faire face aux démarches légales de Martika. Reste à voir comment toute cette brouille s'achèvera parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui retourne tous les réseaux sociaux et qui ne semble pas prêt de s'arrêter. Vous me donnerez votre avis dans l'espace commentaire, mais si vous voulez le mien, soutien à Melanite. Les copains, vous savez c'est quoi la définition du culot? Écoutez-moi bien. J'ai assez pleuré. Là maintenant, je vais rentrer dans ma phase énervée et je vais vous montrer à quel point l'être humain est mauvais et dangereux. Donc comme vous le savez, j'ai plus de mec, j'ai plus ma maison, j'ai pas récupéré l'intégralité de mes affaires, je ne suis toujours pas remboursée et mes meubles sont toujours en otage. Et l'autre sous-sol, après avoir pris ma maison, ma vie, mon mec, et surtout s'être servi de l'argent que mon ex me doit pour kiffer à Monaco. Hier, j'ai reçu une mise en demeure et elle a porté plainte contre moi. Donc, waouh. Elle veut quoi en fait? Elle veut quoi? Je comprends pas. Un rein, un organe, je sais pas. Ma vie c'est bon, elle a déjà pris. Pour gagner quoi? Des dommages intérêts? Auto. Comment dire? Moi aussi j'ai des avocats. Moi aussi. I have the avocat. Et il est hors de question que je paye pour le préjudice psychologique qu'elle m'a causé en fait. Waouh. On me vole ma vie et en plus on porte plainte contre moi. Waouh. Donc je ne comprends pas. Donc au lieu de rentrer dans des procédures avec moi, qu'elle commence à regarder des tutos huissiers pour voir comment faire. Parce que si moi je les ai eus plusieurs fois, elle aussi, elle va les avoir. Et sur ce, joyeux Noël. Je suis à deux doigts de répondre à son avocat, soit un smiley qui rigole, soit un gros lol, LOL. Je sais pas. Je vais vous balancer la lettre de l'avocat parce que je vous jure que c'est un sketch. Voilà tout le monde pour Mix the Tea cette semaine. J'espère sincèrement que l'émission a pu vous intéresser et vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de liker et commenter pour me soutenir et de vous abonner à la chaîne pour qu'on atteigne les 60 000 abonnés. Je vous retrouve la semaine prochaine pour plusieurs contenus malgré les fêtes de Noël. Promis, j'ai tout prévu. Je vous souhaite encore une fois de passer un bon week-end et de bonnes fêtes si vous les fêtez. Et si vous avez envie de discuter, mon Discord est ouvert.
Je vous embrasse, à la semaine prochaine. Bye guys, love you et merci de votre fidélité. Ah oh, et si jamais il y a des gens qui sont restés jusque là, commentez un bonhomme de neige juste en dessous.